Merci, bienvenue à tous. Merci d'être là ce soir sur notre invitation. Alors, on a engagé un travail au Conseil de développement sur la question culturelle, sur la culture. Et cette soirée va s'inscrire dans cette réflexion qu'on mène sur la culture. C'est une initiative qu'on a prise sur la suggestion de Michel Gélard et Anita Beignet. Et je les en remercie. On a déjà reçu plusieurs invités sur ce sujet. Quand on raisonne, nous, valide par rapport à la culture, on le fait comme si l'accès à la culture allait de soi pour tout le monde. Et ce n'est pas vraiment le cas, nous allons en parler ce soir. Donc on a donné carte blanche au collectif TECAP pour évoquer la question du handicap et de la pratique artistique. Alors TECAP est un réseau, ils vont se présenter, je pense, un réseau très important à Nantes, dont l'objectif global est de favoriser l'accès à la vie sociale en général des personnes en situation de handicap. Ce soir, nous allons faire avec eux un focus sur les pratiques culturelles et plus particulièrement sur deux projets emblématiques de l'action du réseau. Je vous laisse la main et on vous écoute et on vous regarde. Merci Philippe Audic pour ces mots d'accueil et d'introduction de la soirée. Eh bien, effectivement, la parole à Michel Beaumont, maintenant qui est vice-président de TECAP, qui va nous parler de ce travail en réseau, de ces dizaines et dizaines d'acteurs qui sont réunis au sein de cette structure. Je vous laisse la parole, M. Beaumont. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Michel Beaumont, je suis le 14e vice-président du collectif TECAP, parce qu'il y en a 14. Alors je dis toujours le 14e parce qu'en fait, je ne représente pas une structure, je ne représente que moi-même, même si je suis très impliqué dans la vie associative par ailleurs. Alors, déjà, je vois de nombreuses personnes et de têtes connues donc, qui connaissent un peu TECAP, mais je vais quand même le rappeler pour chacun d'entre vous. Donc TECAP, c'est un collectif, c'est une association et à la fois un collectif qui est une tête de réseau qui comprend 180 acteurs. Donc je dis les acteurs parce que ce sont des personnes morales essentiellement, c'est-à-dire des associations, des entreprises ou des collectivités qui sont impliquées de près ou de loin dans la problématique des personnes en situation de handicap. Donc TECAP intervient essentiellement dans le domaine de la culture, on vient de le dire, mais aussi du sport, de la citoyenneté, des loisirs et tout ce qui tourne aux vacances adaptées ou non. Donc, comme son nom l'indique, c'est un collectif et donc on n'est pas dans l'action pratique du quotidien comme chacune de nos structures. On est plus dans un domaine d'information, de réflexion, d'animation et de préconisation pour l'ensemble des acteurs du réseau bien sûr, mais aussi vis-à-vis des collectivités locales et territoriales suivant le cas. Donc, après ces jolis mots, TECAP n'est pas une activité virtuelle. Vraiment, c'est un ensemble d'acteurs, comme je viens de le dire, qui agit au quotidien pour que les personnes, vous l'avez dit, on améliore leur vie sociale. Et je vais vous donner un ou deux exemples. Par exemple, on a été sollicité par Nantes Métropole et la Semitane pour construire une formation pour tous les conducteurs de bus et de tram. Donc ça va concerner 2000 personnes sur Nantes Métropole qui vont être formées sur ce sujet-là pour un accueil meilleur et différent des personnes en situation de handicap dans les transports publics. Deux mots aussi sur le projet de traversée dont on va vous parler après. C'est un projet qui a été sollicité par la ville de Nantes qui voulait qu'on fasse une approche culturelle transversale et inclusive. Et donc notre maître à penser, qui vous parlera tout à l'heure, Olivier Rabanan, s'est emparé du sujet. Il a trouvé X compagnies qui ne s'étaient jamais rencontrées pour engager un projet de danse. Et certains d'entre vous l'ont probablement vu, mais je peux vous dire que quand vous avez vu ce spectacle, vous ressortez différent. C'était magique. Donc des événements comme ça, on voudrait les porter, on va en faire d'autres, et on aura besoin, cas échéant, que vous nous accompagniez. Donc merci de votre attention. Alors je crois qu'il ne faut pas que vous partiez trop vite, parce qu'il y a un petit pot après pour prolonger les propos que vous entendrez après. Merci.
Merci beaucoup Michel Beaumont, donc 14e vice-président, j'ai noté le rang du collectif TCAP, mais on retiendra évidemment la belle synergie, la grande synergie de ce collectif et ces 180 acteurs qui travaillent en réseau. Alors, on va parler évidemment de deux projets, ça a été dit effectivement, le projet Traversée et le nom de ce projet prend tout son sens quand on sait comment il a été porté, il a été tissé, 5 chorégraphes, un musicien, 14 danseurs, un photographe, cinéaste, on reviendra là-dessus. Pour en parler, une table ronde qui a été organisée et des échanges aussi avec la salle, évidemment, et je donnerai la parole pas trop tard à la salle et on reviendra à la tribune, enfin voilà, qu'on soit vraiment dans une rencontre, dans quelque chose de dynamique. Donc quelques mots de présentation avant que de regarder un film qui dure un peu plus de 10 minutes et qui reviendra sur ce projet Traversé. On parlera aussi d'un autre projet qui s'appelle Chahut-Cao, je savais que j'allais me planter, Chahut-Cao. Voilà. Alors ici présent Nathan Arnaud, il peut y avoir un micro devant vous, Nathan de la compagnie Murmuration. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Une des 5 compagnies et un des 5 chorégraphes qui a pris part à ce projet. Vous avez eu, vous, dans votre formation, une pratique du théâtre, puis vous êtes venu à la danse et vos contraintes visuelles sont plutôt une source d'inspiration qu'une contrainte. Et c'était un premier travail d'ailleurs avec plusieurs chorégraphes. Nathan, 2-3 mots sur cet aspect qu'on développera ensuite après le film. Oui, juste pour préciser, moi je suis aussi en situation de handicap, alors moi en situation de handicap visuel. C'est une contrainte qui a fait aussi une vraie source d'inspiration pour mon travail artistique. Et oui, c'est vrai que sur ce projet Traversé, ça a été pour moi une première expérience d'être avec autant d'autres artistes à partager cette expérience, avec aussi un groupe constitué de 14 personnes avec des particularités, des niveaux de handicap assez différents. Donc oui, pour moi, assez nouveau finalement tout ça. On verra un peu par le menu dans la discussion de la table ronde comment tout ça a pris forme. À vos côtés, Nathan Maille Sauvageau de la compagnie Résonance Art et Sciences. Vous avez un micro, ben voilà, vous l'avez en main le micro. Vous parlez de Traversée comme un manifeste artistique et culturel et qui a changé votre regard et le regard sur la danse. On est là-dedans quand on parle de Traversée. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous déjà. Oui, enfin l'idée de quand on travaille avec un groupe qui soit amateur ou professionnel, avec des personnes en situation de handicap, quand on fait de la danse en particulier, je trouve qu'on se questionne beaucoup sur qu'est-ce que c'est que le beau en danse, qu'est-ce que c'est qu'un corps dansant, et le fait d'avoir mené à bien ce projet avec 13 personnes en situation de handicap et musiciens, pour moi, relève de cette interrogation que l'on peut avoir sur comment l'émotion peut surgir de personnes singulières, alors qu'il n'y a pas de technicité derrière, forcément, comment le beau se présente en danse. Voilà. Très bien, vous avez fondé cette compagnie Résonance Art et Sciences avec François Sauvageau, et vous avez un parcours atypique puisque vous êtes docteur en sciences physiques. Voilà, scientifique. Oui, je suis une scientifique à la base et je menais également des activités de bénévolat auprès d'une compagnie, la compagnie Acajou, qui questionne sur le regard en danse, donc qui est à Paris. Et ces actions de bénévolat m'ont incité à travailler sur la danse, en particulier en faveur d'un public déficient visuel. Donc dans Résonance Art et Sciences, on cherche à faire correspondre, ce qui correspond à mes 2 pôles d'intérêt dans la vie, c'est-à-dire les sciences et les arts vivants, comment on peut trouver des correspondances entre les arts vivants, la danse, le théâtre et les sciences, et en particulier les mathématiques. Comment on peut diffuser les mathématiques de façon différente. Donc c'est un peu loin de Traversée. Merci Maëlle, merci. À vos côtés, Noël d'Alsace de la compagnie STEM, avec un micro, il y en a un filaire à côté. Voilà, il y a un filaire là, Noël, vous en aviez un. Vous avez une formation art du cirque et danse contemporaine. Vous souhaitez porter le regard sur ce que vous appelez une écologie humaine, et vous avez pris part aussi à ce projet Traversé. Vous êtes une des 5 chorégraphes.
Ils vont présenter une de ces 5 structures. Quelques mots pour parler de ce que vous avez vécu dans ce projet qui s'est déroulé sur plusieurs mois. C'est déroutant forcément un tel projet? Déroutant plus ou moins. Après moi, ma spécificité c'est que je travaille beaucoup sur le domaine des perceptions, puisque je suis performeuse et artiste en contact improvisation. Puis les arts du cirque, j'ai développé beaucoup de travail sur tous les systèmes de perception visibles et invisibles. Je travaille beaucoup avec le secteur de l'autisme et de la trisomie. Et du coup, là, moi, j'avais ma place, pour moi, évidente avec tout le monde, parce que du coup, le langage commun à tout le monde, c'est pour moi les perceptions. Donc, moi, j'ai contribué, je pense, avec ça. Puis après, ce qui a été l'aventure au-delà du public concerné, c'est aussi l'aventure humaine entre les chorégraphes, parce que ça, c'est pour moi beaucoup moins courant de travailler avec 6 ou 5 ou 6, 7, 8 personnes dont les compétences sont complémentaires et puis avec des idées différentes sur des périodes très courtes et intenses. Autant que travailler avec un public handicapé ou non handicapé, pour moi par contre c'est plus courant. Enfin, je travaille beaucoup avec plein de publics très variés. Voilà. C'est un défi parce que c'est un mot que vous avez employé pour résumer en un mot. J'ai trouvé que c'était un défi temporel, qualitatif, humain et que là-dessus ça a été super. Mais oui, un défi, clairement. Déjà faire un spectacle c'est un défi, alors faire une aventure humaine en ce temps qui a fait qu'on a abouti quand même à une créativité collective, à des ententes, des rencontres humaines, des partages de compétences et puis une stratégie de travail surtout parce que l'objet c'était aussi de donner à voir quelque chose. Le défi il a été gagné. Après, ça continue je crois. Complètement. Et là-dessus, personnellement moi j'ai beaucoup appris. Depuis d'ailleurs je travaille beaucoup plus en collectif qu'avant. Votre voisine Anne, qui est juste à côté, à qui je vais donner la parole. Anne, vous êtes danseuse dans ce projet Traversée. Ça a été un défi pour participer. En quelques mots, qu'est-ce que vous ressentez après avoir partagé finalement avec d'autres cette expérience? Vous êtes en train d'emmener d'autres. Défi, ça vous va comme mot-clé? Oui, en fait, le premier défi, c'était de faire le pas, en fait. Ça a été Jade qui me dit, mais tu sais qu'il y a ce projet-là, pourquoi tu t'y mets pas? Et exactement, mais pourquoi? Oui, tu peux m'inscrire. Vraiment, ce truc tout bête, je sais que c'était là, que ça se proposait, et comme si j'allais pas y avoir ma place, ou je n'osais pas, ou... Donc, oui, non, bien sûr. Donc voilà, oui, et après, j'avais pas de doute sur ce qui allait se passer et que ça allait très bien se passer. C'était peut-être moi de me dire, justement, la question du beau que posait Maï tout à l'heure est importante. Quand le corps est différent, on est déjà regardé pour ça. Donc se dire, comment mener du beau, et puis avec ce que j'ai et ce que je suis là-dedans, vraiment amener ce nouveau langage, apprendre ce nouveau langage. Dans ces langages, déjà défi, c'est un mot-clé. Partage, écoute, douceur, on peut... Ouais. C'est des mots-clés, ça aussi. Ouais. Ça a été à la fin de la première séance, où en fait, ce n'était pas juste une rencontre, ça a été direct une séance où il y a eu... des ateliers où on devait se toucher. Vous touchez dès la première séance des personnes que vous ne connaissez pas, avec différents handicaps, où en plus moi j'étais arrivée un tout petit peu en retard, donc personne ne s'était présenté. Donc je ne savais pas qui avait quoi, et à la rigueur, c'était pas la question, quoi. Et en fait, du coup, cette pudeur-là, elle a dû partir direct. Et ça ouvre direct tous les champs ensuite. Tout est possible. Merci. On reviendra évidemment sur cette expérience riche que vous avez vécue avec d'autres, 14 danseurs et danseuses en situation de handicap et validés également. Je vais donner la parole à Dominique Lebert également, qui va nous parler d'un autre beau projet, qui n'est plus un projet parce qu'il y a des réalités, c'est Chahut Chaos. Vous représentez l'association Un Copain comme les autres. 2 ou 3 mots peut-être sur cette structure déjà, et puis ensuite sur le spectacle Chahut Chaos. Bonsoir à toutes et à tous. En effet, Un Copain comme les autres est une association que nous avons créée entre parents d'enfants, d'enfants à l'époque handicapés. Maintenant ce sont des jeunes adultes, puisque l'association a plus de 15 ans.
Le but de cette association était de favoriser justement l'insertion, la vie sociale de nos jeunes sur nos communes, puisque, comme vous devez le savoir, en effet, les jeunes partent souvent le matin et rentrent le soir, donc ils n'ont pas d'activité et de vie vraiment sociale. Donc nous avons créé cette association en favorisant plusieurs types d'activités, des loisirs, du sport, des sorties, mais surtout aussi des activités culturelles. Et il est vrai que la danse est l'activité qui l'emporte, je dirais. Nous avons une quinzaine de jeunes en situation de handicap qui, depuis plus de 10 ans, en fait, font de la danse le dimanche après-midi dans une salle de danse à la Chapelle-sur-Erdre. Et nous avons eu la chance, par le professeur justement qui les accompagne, de rencontrer Claude Louis Machon il y a déjà, c'était en 2016. Un grand nom de la danse contemporaine. Une première chorégraphie qui a été construite donc, avec nos jeunes en 2016, qui a été jouée 2 fois. Et là, Claude Louis Machon et Benjamin Lamarche nous ont recontactés il y a 1 an pour nous reproposer une nouvelle chorégraphie. Donc nos jeunes sont en pleine répétition, le spectacle aura lieu au mois de mai. Mais voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Oui, avec plaisir Dominique, on parlera de tout ça. Et puis voilà, pour terminer le tour des présentations, quelqu'un qu'on ne présente plus quand on parle de T4, une figure historique de ce collectif, Olivier Rabalan, président de T4. Ah non, non, plus maintenant, c'est fini. J'ai 14 copies. Oui, voilà, complètement, non. Pas du tout, membre actif en tout cas. Je suis délégué général en fait du collectif T4. Juste pour finir l'inauguration, Résonance à Science, la compagnie SEM, il y a aussi Loïc Perdry, le musicien, et puis la compagnie Joko Cosi, via Luisella Emola, qui elle est absente, mais voilà, c'est composé. Et puis une dernière, Karine Guichard pour Andiversal. Autre structure. Donc voilà, c'était les 6 acteurs clés de ce projet. Et puis la dimension musicale, on le verra, parce que je donnerai la parole à Loïc, qui était très importante. Puis l'image, qu'elle soit fixe ou animée également, et ce beau travail qui a été fait par Bastien Capella. C'est lui qui signe le film là qu'on va voir. Oui. Voilà. Quelques mots sur ce qu'on va voir. Évidemment, c'est des images prises pendant la construction de ce projet. On y voit des danseurs à l'œuvre, on y voit un musicien à l'œuvre. Forcément, on y voit un cinéaste à l'œuvre, puisque c'est lui qui tourne ces images. Qu'est-ce qu'on peut en dire C'est important pour nous d'avoir des traces de ce projet-là, parce qu'on était persuadés que ce défi se relèverait, parce que les acteurs de TCAP sont dans le réseau et sont a priori assez intéressés pour travailler ensemble, même si l'idée n'était quand même pas tout à fait très facile. Mais l'idée, c'est de pouvoir garder des traces pour des moments comme celui-là, pour mettre aussi sur le site internet, et puis pour que ce soit partagé, pour aussi qu'on fasse bouger les lignes du côté des autres acteurs du collectif, du côté des compagnies de danse qui se posent encore la question de savoir si, quand on accueille une personne en fauteuil, est-ce qu'on peut vraiment faire de la danse? C'est une question légitime quand on ne connaît pas, effectivement. Donc voilà, l'idée de ce film, c'est de donner à voir à la fois sur les temps de répétition, les temps un peu de spectacle, puisqu'il y a eu quand même quelques spectacles durant tous ces 6 derniers mois du projet, et puis de donner aussi la parole aux participants, à certains participants, pas tous parce que le film fait 12 minutes, donc il a fallu faire des choix, et puis à un chorégraphe, en l'occurrence ce matin. Voilà, c'était avoir une trace pour montrer, donner à voir et ouvrir un peu les esprits sur cette question de l'accès à la pratique pour tous et toutes, ou pas. Merci Olivier, merci à tous pour ce premier tour de table. Comme je disais, je donnerai la parole au public ici présent. Pratique artistique et handicap, des possibles à inventer, c'est l'intitulé précis de cette soirée ici au CCO à Nantes, Tours, Bretagne. On va regarder le film qui incarne bien justement ce qu'est ce projet. Il dure un peu plus de 13 minutes et puis on reviendra dans discussion avec nos invités. Je vous laisse apprécier ces 13 minutes d'images animées. C'est pas votre nom. C'est pas votre nom. On va traverser jusque là-bas. À la danse, qui est plus la farce pour moi. Et j'ai envie derrière pour moi, et j'ai envie
avoir la force pour gagner, et que voilà, c'est un combat pour moi et pour ma famille, et que j'ai envie de faire. Et c'est pour ça. Ma traversée dans le projet, ça a pu être de voir d'autres types de handicap, ouvrir le champ des possibles et ouvrir la conscience à toute autre différence. Parce qu'il n'y a pas de handicap. On peut tous aller au même endroit et c'est surtout qu'il y en a qui vont prendre plus ou moins de temps, mais on peut tous aller au même endroit. En fait, j'avais entendu parler du projet, mais c'est étonnant, j'avais pas osé dire bah oui, pourquoi pas, alors que j'aime danser. Mais oui, vraiment ce truc de ne pas faire le pas, comme une retenue alors qu'il n'y a aucune raison de. Orlane, Camille, Justine, vous vous promenez autour de nous. Allez-y. Vous pouvez vous rapprocher, vous éloigner de quelqu'un. Et pause. L'échange entre les personnes en situation de handicap et les personnes sans handicap, les choses étaient très visibles au début et puis au fur et à mesure qu'on a avancé dans le projet, tout s'est vraiment effacé. La question du handicap est vraiment passée au second plan parce que l'énergie de groupe était suffisamment forte pour que le handicap disparaisse. Ça, c'est vraiment je retiens aussi ça de ce projet. Respirez, descendez bien dans vos pieds. Sur vos pieds, le sol il est haut. Vous pouvez mettre les deux pieds bien à plat. On reprend ça. Se rapprocher, s'éloigner. Et on regarde comment on y va, comment on danse ça. Hop, j'ai envie d'y aller là, comme ça. Il est probable que des fois certains dansent et d'autres pas. C'est pas une nécessité d'être toujours à faire. Vous pouvez très bien aussi à un moment regarder les autres faire ou juste vous poser, puis reprendre l'exercice plus tard. On va commencer par malaxer le dos de la personne en face de nous comme si c'était de la pâte à modeler. Ah, super. Ah, c'est bien. Sur le crâne au-dessus. Ça va, ça chauffe? Vous sentez que ça chauffe? Ouais. Oui. Il m'a pris sur son dos et puis qu'est-ce qu'on peut faire une fois que je suis sur son dos? Est-ce que je reste sur son dos ou faire un glissé? Donc ça a commencé comme ça en fait, sur le dos, tourner un peu et le glisser. C'était un moment qu'on avait privilégié ensemble, que du coup on avait appris à se connaître, et en même temps proximité physique qui du coup permettait de gommer un petit peu toute cette différence et justement permettre de montrer que on est juste humain en fait. Ouais, le teint, je pars avec le volant. Non, il faut une robe foncée. Victor, t'as pas de chemise bleue? Je pars rouge. Au-delà de l'ondulé, Anne, ça l'a intéressée de faire du pop. Oui. Et c'est intéressant parce qu'elle aime bien aussi contraster, Ah, casser. ouais. Et on en a Elle besoin adore de ça. J'ai l'impression de lâcher des choses du ventre. Tout vient du ventre et je ne m'attendais pas à ça. Et vous trouvez une fin, se rabosser ça, mais c'est super. Et en fait, dire ce que j'avais dans le ventre et ce que c'est pour moi la danse.
et d'exprimer. Ouais. On sait aussi qu'à un moment donné, Julie et Gisela se retrouvent ensemble pour faire leur duo. Et qu'il y a une relation privilégiée entre Justine et Julie. Il y a des gens, en fait, le problème, que j'ai trop peur pour moi. Je peux pas dire que c'est mon handicapé, que je vais dire moi-même que voilà, c'est mon problème. Et puis voilà. Et puis aussi, que voilà, c'est tout. Justine. Justine de court. Justine tout court. Ok. Justine tout court. Justine tout court. C'était une expérience assez complexe au départ, parce qu'on était 5 chorégraphes, un musicien et 10 danseurs, 14 danseurs, donc c'est sûr que c'était assez complexe. Et en même temps, le côté complémentaire de chacun a fait qu'on ressort d'une expérience très positive, collectivement. Il y en avait 3 qui se racontaient une histoire qui était toi, Victor Serge, Victor et Léna. Donc Léna, elle sortait. C'était de toute manière une découverte, donc déjà je trouvais ça intéressant qu'il y ait un mélange de personnes qui portent un handicap quel qu'il soit, et ça je trouvais ça vraiment intéressant, et des personnes qui ne portent pas de handicap quel qu'il soit aussi. Donc on va refaire le magma avec Orlan qui va traverser le plateau. Vous qui allez vous rassembler autour de Orlan, le groupe de métro debout. Le premier regard se fait sur Orlan, parce que c'est vers Orlan que vous allez. Et ensuite, lentement, vous allez tourner votre regard vers le public. Chacun à son rythme. Douceur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Et voilà ce que ça a pu donner. S'il n'y avait pas eu cette douceur-là et cette écoute-là de chacun, il n'y aurait pas eu de création possible, je pense. Parmi les 5 chorégraphes, je suis peut-être la personne un peu différente avec mon handicap. J'ai pu, moi, apporter des éléments, notamment pour les personnes qui sont en situation de handicap visuel au sein du groupe. Donc c'est vrai que ma position a été assez intéressante par rapport à ça. Et puis je pense que le regard aussi de certaines personnes du groupe a pu être un peu facilité aussi en me présentant clairement avec cette situation et ma position particulière d'artiste en situation de handicap. Et alors 3 fois au péqueño. On a beau avoir certaines facilités ou certaines difficultés, du coup on arrive tous plus ou moins à s'adapter les uns aux autres, et ça c'est le truc qui est hyper intéressant, et c'est l'écoute que on retrouve pas forcément partout, et ce qui est vraiment le maître mot de ce projet, c'est vraiment le partage et l'écoute. Et en fait, il y a quand même toute cette période où
où on fait avec ce qu'on sait qu'on a de notre corps. Et passer ce moment où en fait on peut être dans la danse. Et du coup, en fait, de ne plus... ça nous détache des gestes qu'on connaît, qu'on sait faire. Mais ça, c'est ce qu'il y a de plus compliqué peut-être, de réussir à se découvrir. Et là, on a besoin du regard des chorégraphes parce que on peut... Enfin, moi, je me suis retrouvée plusieurs fois bloquée de dire « j'ai l'impression de faire tout le temps la même chose » et de dire « tu peux prendre cet angle-là » ou « répète ça » ou « travaille là-dessus ». C'est là où le talent des chorégraphes qui nous guide parce que, oui, comme pour tout le monde, en fait, on fait avec ce qu'on a et pas forcément à qui on est. Donnez-vous la main, ça va aider. Attends, moi, je suis pas à l'aise quand on tient la main. Ah bah non, mais toi non, mais ceux qui peuvent, ceux qui peuvent, on suit. Et on respire. Juste sentir la présence de l'autre, sans forcément toucher la personne. Juste bien rester dans ses pieds, sentir la présence de l'autre. Il y a plein de villes autour, on va pouvoir se promener cette partie. Partons des traces. Voilà, effectivement, les applaudissements sont amplement mérités. Voilà, traversés en images, les images de Bastien Capella. On va parler de comment tout ça s'est construit. Je voudrais donner là maintenant la parole à Anne Bourris. Elle m'a dit, quand on a préparé l'intervention, moi j'aurais plus grand chose à dire, on voit beaucoup dans le film. Mais Anne, on dévoile tout ici. Quand vous revoyez ces images, qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant, au moment où vous allez vous exprimer? Qu'est-ce qu'on ressent? Exactement ce que j'ai vécu pendant ce moment-là, en fait. Ce film, le montage est tout à fait raccord avec... il n'y a pas eu d'effets spéciaux, c'était exactement ça. Cette douceur, cette bienveillance, ce naturel aussi, en fait. Il y avait, peut-être la première séance, on essaye de voir, surtout, en fait, pour ne pas faire de gaffe par rapport aux autres, et faire attention à chacun, mais ensuite, on repère ce qui est faisable pour chacun, et puis ensuite, c'est vraiment les personnes, en fait. À la fin de la première séance, c'est bon, il n'y a plus de handicap. Il y a quelque chose qui prédomine, moi je trouve les images, c'est les sourires. Les sourires. Alors on imagine, et vous allez nous le dire, une exigence. Alors pour les danseurs, valides ou pas valides, pour les chorégraphes, pour tous les protagonistes du projet, mais ce sont les sourires qui illuminent les visages de tout le monde. Ça, quand on voit ça, ça éclaire, ça donne envie de sourire du coup. Ouais. Ça, c'est aussi beaucoup les ateliers où en fait
vu qu'on n'est pas dans la parole, mais dans le geste, le regard, c'est obligé à un moment qu'on y vienne et que chacun a cette manière-là de voir l'autre. Donc on se voit, quoi. Donc c'est tout. Est-ce qu'il y a de la fierté également d'avoir réussi à faire ce projet qui n'était pas évident? Est-ce que ce mot fierté est un mot qu'on peut convoquer pour notre discussion? Moi non, heureuse. Par contre, très heureuse. Très heureuse, ouais, voilà. La fierté peut venir des chorégraphes d'avoir réussi à obtenir ça, mais je crois que nous, en tant que danseurs, c'était le bonheur de l'avoir fait, et heureuse de l'avoir fait, et heureuse que ça ait donné quelque chose aussi. Et heureux, ça va bien avec le sourire, donc tout ça est cohérent, forcément. Maï, il y a de la fierté, vous avez un micro sans doute qui va circuler, il y a un filaire, on va se partager. Je vais vous poser exactement la même question que j'ai posée à Anne, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qu'on ressent là quand on voit ça? C'est 13 minutes là, de moi je suis très émue en revoyant tous ces passages, parce qu'effectivement c'était une source de joie, une source de bonheur, une source d'émotion. La fierté, je ne suis pas sûre que ce soit le bon terme en fait. Je ne sais pas quoi dire. Ce qui a été très très fort en fait, c'était la facilité avec laquelle le groupe s'est formé, la chimie qui a résulté en fait du travail de ce groupe ensemble, entre danseurs, entre danseuses, et puis avec nous les chorégraphes. Et ça c'était quelque chose d'assez magique. Donc de voir, et puis il y a quand même des difficultés, il ne faut pas se leurrer, quand on décide de faire un collectif à 5 compagnies et un musicien avec des visions artistiques qui sont différentes, des personnalités qui sont différentes, une organisation en amont qu'il faut mettre en place, il y a des difficultés et on les a surmontées, enfin on a réussi à mettre en place quelque chose qui surmonte ces difficultés. Oh oui, peut-être qu'en cela on peut être fier d'avoir réussi ce défi, je ne sais pas. Bon, un petit peu la fierté on peut garder, mais le bonheur et le sourire, on le garde surtout, c'est ça qu'on garde. Ça a frotté, ça a frité des fois entre les 5, on n'est pas là pour faire d'angélisme, mais un projet, ça passe par des difficultés, mais ça peut y avoir des rapports humains comme ça qui sont ajustés, on va dire ça comme ça. Olivier Ravalan. Je peux faire mon délateur. Je me souviens d'une conversation téléphonique avec Nathan vers le mois de décembre. Décembre, c'était le moment où il fallait arbitrer en fait sur des choix de ce qui s'était vécu, puisqu'en fait dans le système, c'est qu'il y avait 2 compagnies qui intervenaient sur chaque séance, et il y avait toujours une compagnie qui restait, une autre qui arrivait, une autre qui partait. Vous voyez, un peu en quinconce en fait. C'est bien qu'il y avait plusieurs univers qui ont été, mais peut-être vous pourrez en reparler mieux que moi, qui ont été donnés aussi à pratiquer, à voir avec les danseurs, les participants, et que, sauf qu'il y avait au bout un spectacle à donner. Et du coup, mois de décembre, c'était un peu l'arbitrage pour savoir ce qu'on garde, ce qu'on jette. Et si ce qu'on jette, c'est ce que moi, en tant que chorégraphe, c'est ce que j'ai amené. Voilà, il y avait, je me souviens d'une conversation avec Nathan où il dit Olivier, là, c'est quand même très compliqué là. Hein. Oui, Nathan, c'était compliqué. Alors le projet, hein, tout ce travail d'amont, ça a duré de septembre 2018 à mai 2019, c'est ça? Jusqu'en juin 2019, où a été joué le 29 juin dernier la dernière représentation de Traversée au CCM de Nantes. Oui, évidemment, il y a eu des moments plus difficiles, ça c'est sûr. Ce qu'on voit pas dans la vidéo, d'ailleurs, pas trop. Et ce qu'on voit pas non plus, c'est la richesse aussi qui s'est produite entre nous aussi, chorégraphes, parce que c'est quand même pas rien de partager la création d'un spectacle collectivement. Et en tout cas moi, quand je parle en mon nom, mais du peu d'expérience que j'ai, ça m'a énormément apporté de me retrouver avec des chorégraphes qui ont plus d'expérience, avec notamment ce public-là, et du coup de partager tout ça, parce que ce qui se passait souvent, et même c'est pas souvent, c'est tout au long du projet, on se réunissait nous régulièrement pour co-construire ce spectacle, et tous ces moments-là d'échange étaient assez forts, alors des fois assez vifs évidemment, on n'était pas toujours d'accord, mais ça nous a beaucoup, je pense, apporté, et ce qui a fait que voilà, le résultat qu'on a eu après derrière. Et évidemment en répétition, il se passait des choses, entre nous il y avait d'autres niveaux de discussion, enfin c'était assez riche, tous ces échanges.
Noël, les autres compagnies, les 4 autres compagnies, vous les connaissiez, enfin, vous connaissiez les gens qui les font vivre, comment ça se passait? Bah moi, le hasard du truc qui est étonnant, c'est que je connaissais Olivier depuis très longtemps, on s'était pas vu depuis je sais pas combien d'années. Je connaissais Louisella avec qui j'avais dansé peut-être 20 ans avant. Voilà, Joe Cocosi, j'avais déjà croisé. Louisella Remola. Donc c'était assez étonnant de voir que ça nous ramenait à nous voir rencontrer. Pour ma part, je pense que là où j'ai trouvé du désagrément qui m'a nourri après, hein, c'est effectivement quand on s'est retrouvé sur les mêmes niveaux de compétences à se croiser sur les choix, justement à la fin, sur le système chorégraphique, qu'est-ce qu'on garde en termes de résultats. Où là, bah, effectivement, entre Louisola, moi, Karine, ou moins Marie, parce qu'on s'est moins vus, Nathan, pas trop non plus, parce que justement, tu disais peut-être parce qu'on n'a pas les mêmes expériences, où ça a été intéressant de voir comment nous, à la fois, on se rejoignait, mais on pouvait se friter aussi en se disant « Ah, putain, tu regardes ça, non, moi je regardais ça, toi tu veux... » Et puis le côté aussi, bah ouais, mais qui se sent négligé dans l'histoire? Donc ça a été une belle rencontre et aussi une belle épreuve positive de se dire à un moment, ça va être quoi la priorité? Donc moi, ce que je garde de l'expérience, c'est un travail sur mon ego personnel par rapport à mon expérience de chorégraphe et d'artiste, sur la notion de travail collectif et à quel moment quelle priorité je vais donner quant au résultat. Est-ce que c'est mon objectif de chorégraphe avec un résultat, on va dire, artistique en devant, ou est-ce que c'est l'humain aussi bien des personnes qui dansent que des personnes avec qui je travaille? Et ça, c'est resté, ça reste, et quand je regarde, ça me remet à jour là-dessus. Je me dis qu'effectivement, aujourd'hui, je travaille avec une compagnie de 13 personnes en situation de trisomie et autisme, mais il y a une seule metteur en scène et des musiciens, on n'est pas 5 chorégraphes, donc à la fois c'est plus facile, à la fois en termes de richesse de contenu, quand je vois ce qui se passe là, sur la vidéo, bah, il y a quand même un écart, quoi. Je me dis, putain, le sensible qu'il y avait à ce moment-là, nous on ne le retrouve pas pareil, parce qu'il y a moins de... il y a moins cette difficulté et c'est possible. Et aujourd'hui, ça me touche de ça. Je me dis, tiens, il y a encore à réfléchir, quoi. Pour le dire trivialement, il y a quelque chose qui était un peu casse-gueule, c'est que finalement, personne n'assurait la coordination artistique. Ben non, tout ça s'est régulé entre vous. Ouais, on avait fait un choix assez fou, mais qui est super quand même. Et ça, on en avait parlé avant. Et c'était, est-ce qu'on prend quelqu'un de l'extérieur qui vient faire la coordination chorégraphique, et puis en fait, Louisola, moi et tout le monde, on s'est dit, oh non, merde, là c'est bon, on va le faire. Alors, du coup, on savait aussi qu'on arriverait à un moment où il faudra se faire un peu quand même. Mais ça a été plutôt le début des projets, quand les choses à l'écriture, et savoir ce qu'on laisse pas, et après ça roule, ça commence. Non, on a eu 2 points de difficulté qui ont été belles et dures. C'est le début, quelle stratégie on opère qui va correspondre à tout le monde pour pouvoir tous travailler, tous passer et qu'on ait une sensation d'équité et de place. Ça, c'était un vrai jeu de puzzle. Et puis après, ensuite, vers la fin, effectivement, mince, on arrive déjà à la fin, et puis qui est à la fin, qui va décider quoi et comment, et là-dessus, je pense qu'on pourrait même nous, entre nous, se revoir et en discuter pour voir vraiment comment on l'a vécu. Parce Anne, je vais vous redonner la parole. Il y a 8-9 mois de... Je vais donner la parole à Loïc après. Il y a 8-9 mois de travail. Comment ça se passait? À quelle fréquence vous voyiez? Dans quel lieu? Il y a 2 lieux principaux que vous voyez. Et qu'est-ce que ça impliquait pour vous, par exemple, personnellement, Anne, une rigueur, mettre ça dans son agenda absolument? Comment ça se passait finalement? Non, c'était du plaisir en fait, direct. C'était pas une contrainte. Les séances où je n'ai pas pu être, il y a eu une fois où il y a eu un souci, ça a dû être déplacé et le lieu n'était pas accessible. Et puis la deuxième fois, ça devait être parce que j'étais malade, quoi. Autrement, et c'était, en fait, les répétitions ont eu lieu de septembre jusqu'à février. Notre première représentation, en fait, a été début février. Donc, en fait, tout devait être bouclé pour début février, ce qui était très concentré. Et donc, c'était tous les 15 jours, on se voyait 2 heures le samedi et 2 heures le dimanche. C'était un sacré boulot, quand même. Ouais. Effectivement. Ouais. Ouais. Et il y a eu une fois ou 2 où, avec certaines manifestations, on a fait 4 heures. On était lessivés, voilà. 2 heures, c'était déjà pas mal. Ouais. Je vais donner la parole à Loïc pour la partie musicale. Attends, oui, viens Loïc, si tu veux. Viens. Alors justement, ce que soulignent les participants, Loïc, alors tu es musicien, polyinstrumentiste, on le voit bien, clarinette basse, caronne, percussion, chant et tout ça.
Comment tu es rentré dans cette histoire-là, là, finalement? C'était une musique que tu as composée exprès? C'est de l'impro? Comment ça se passe? Alors, donc la musique était... alors, il y a des parties qui ont été composées exprès. Il y a beaucoup d'improvisation. En fait, moi, je travaille déjà avec Luzella, qui est la chorégraphe de la compagnie de Joko Kosi. Et pour pouvoir être à l'écoute du mouvement, en fait, et dans la communication du mouvement dansé, j'utilise l'improvisation qui me semble pouvoir vraiment favoriser cette communication. Et on a travaillé sur l'écoute. En fait, on a eu des moments où je faisais exprès, en fait, de taper un rythme régulier pour voir s'ils se mettaient à sauter, en fait. Et puis je leur expliquais que si on voulait communiquer, il ne fallait pas qu'on soit dans cette chose-là. Enfin, moi, c'est pas ça qui m'intéressait dans notre relation. C'est qu'ils aient leur musique intérieure, en fait, et qu'on communique, en fait. Que moi, je puisse souligner les mouvements et que ça soit un vrai échange, en fait. Donc, voilà. Ça participait finalement pour toi d'une capacité aiguë d'observation pour justement te mettre au diapason des corps, c'est ça? C'est ça. De l'état d'esprit du moment également. Anne nous disait que c'est comme un gros boulot, voilà, mais c'est du plaisir avant tout. Il y a quand même le terme écoute est très important, j'imagine, dans ton approche artistique, musicale. Oui, alors moi j'ai eu la chance du coup de travailler avec chaque chorégraphe. Donc j'ai pu suivre, j'avais une séance sur chaque, pas tous les week-ends, mais enfin bon voilà, j'ai pu vraiment suivre le travail, m'imprégner de ce qui se passait, de l'ambiance, pour pouvoir après essayer de retranscrire un petit peu, j'ai essayé justement cette douceur, voilà. Moi aussi j'ai ressenti beaucoup d'émotions à participer à ce projet. Dans ce parcours de traversée, mais dans ton parcours professionnel, de musicien professionnel, est-ce que c'était pour toi une expérience inédite? Est-ce que tu avais déjà travaillé avec un public de personnes en situation de handicap? Quelle place ça a finalement dans ton parcours artistique? Alors j'avais déjà travaillé avec des personnes en situation de handicap, mais la différence, je pense que c'est la dimension là qui a pris le projet. En fait, au départ, il y avait une représentation de prévue. Ensuite, il y en a 3 autres qui se sont rajoutés dans des conditions vraiment professionnelles pour les danseurs et pour moi aussi, du coup, avec des très bonnes conditions pour jouer. Donc c'est vrai que je pense que c'est la dimension voilà, qu'a pris le projet qui était vraiment différente. Qui est pour moi un spectacle professionnel, en fait. Moi, je l'ai vécu voilà, avec l'émotion que j'ai l'impression qu'on donnait, que je ne ressens pas forcément d'ailleurs dans des spectacles professionnels des fois. Donc, alors, peut-être que je vais poser la question, reste encore un petit peu Loïc s'il te plaît. Le travail avec le musicien, je vais me tourner vers Maï, évidemment le travail de la musique, c'est quelque chose, là aussi les chorégraphes ont dialogué avec Loïc, enfin chacun peut répondre des chorégraphes présents ici, hein, Nathan également. Eh bien, on a eu une chance incroyable en fait de travailler avec Loïc, parce que c'est un musicien extraordinaire, mais c'est un musicien aussi qui est à l'écoute, et sa musique était un peu en symbiose avec notre travail, c'est-à-dire qu'il était là, discrètement, et puis il proposait des choses en fonction de ce qui était proposé aussi au niveau corporel, et puis de temps en temps c'était lui, qui était le guide de nos improvisations et de nos recherches. Donc tout s'est fait, moi j'ai trouvé de façon très fluide entre Loïc et le groupe, et c'était voilà, c'était super quoi. Loïc, dans tes propositions, il y a eu des moments de doute par exemple. On voit que c'est audacieux comme projet, il n'y a pas de coordinateur, il y a les ajustements qui sont faits, le spectacle existe, il y a eu plusieurs représentations. Est-ce qu'à un moment tu t'es senti un petit peu perdu sur le chemin, ou alors tu as toujours eu quelque chose, une lumière qui t'a guidé finalement dans ce projet? J'avais confiance dans nos artistes, donc je savais de quoi ils étaient capables. Je crois que là-dessus, sur justement leur pouvoir de donner de l'émotion, ouais, non, là-dessus j'avais pas de doute. Après, de toute façon, pour un spectacle, on n'est jamais prêt, donc voilà.
Ce que j'appelle dans ce projet, c'est que tout le monde cherchait en même temps, c'est ça qui est très intéressant. C'est un travail de recherche, et là tout le monde est vraiment au même régime, j'allais dire, et on essaie de cheminer justement sur ce... Noël, d'accord avec ça? Une recherche collective? Bah oui, puis moi aujourd'hui je dirais qu'en fait, je ne sais pas si on doit parler d'handicap, il y a ce qu'on nomme aujourd'hui comme étant handicap, mais sincèrement, nous dans l'équipe, on a été aussi en situation de handicap par méconnaissance les uns des autres, ou au contraire comme atout, c'est-à-dire là où il y avait des différences, c'est devenu des atouts. Et du coup, moi ça m'a même permis aussi, au-delà de la création, je me souviens avec Anne, à un moment, puis beaucoup Céline et tout ça, à un moment, c'est discuter du quotidien aussi. On a dansé, puis maintenant, est-ce que tu peux m'aider à me lever? J'ai mes chaussettes à mettre, est-ce que tu peux m'aider? Puis des tas de trucs qu'on a discuté que j'ai complètement, pas forcément l'occasion, parce que souvent, nous, on intervient dans un espace aussi qui est l'artistique, où on voit les gens, on finit par oublier qu'ils sont handicapés, puis bon, point. Puis après, on oublie que pour manger, pour boire, pour sortir, comment ça se passe la vie. Et on a eu des discussions avec Nathan sur qu'est-ce que c'est que le quotidien aussi, quand on est malvoyant comme ci, comme ça, et que c'est Céline avec les filles, avec Anne, tout ça. Est-ce que tu sors le soir, est-ce que tu es en boîte, est-ce que tu... Et moi, en fait, c'est un tout qui m'a vachement nourri, que j'ai pas forcément l'occasion, quand je suis juste intervenante sur des structures, de connaître. Et le fait que ça se dépose dans le temps, ça a maturé tout ça aussi. Donc l'artistique, il a décliné sur du quotidien qui devient nourrissant. Enfin, là-dessus, je sais pas comment vous l'avez vécu. Oui, et la parole à Olivier. Oui, j'aime bien quand Victor, là, au début, en fait, dit en fait, il n'y a pas de handicap. Alors bien sûr que très prosaïquement, très concrètement, il y a des gens qui sont en mobilité réduite, il y a des gens qui ont une déficience visuelle, mais il a raison aussi de dire qu'il n'y a pas de handicap, parce que je pense que c'est cet état dans lequel toutes ces personnes ont été mises, dans cet état de création, d'exprimer quelque chose avec son corps, et d'exprimer de façon différente, de danser autrement, hors des codes. Et je pense que c'est ça qui est intéressant à montrer, c'est que le handicap, c'est vraiment une construction sociale. Même actuellement, il y a quand même des civilisations où le mot handicap n'existe pas. Et même des civilisations assez proches de nous. On vient au mois de novembre de Québec, dans certains articles qui parlent de personnes qui ont une trisomie, à aucun moment il y a le mot handicap. Enfin bon, ce mot-là est à la fois une réalité et quelque chose qui est très enfermant, et c'est ça qui est intéressant dans la création partagée là, qui a été donnée, c'est que ce sont des corps qui s'expriment dans un environnement qui est là pour les accueillir et pour recueillir cette possibilité de création et d'avancer ensemble. Et là-dessus, je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis la deuxième chose, pardon, c'est sûr, on le voit moins là, mais on le voit vraiment dans le spectacle, je trouve, c'est aussi une réflexion sur la vulnérabilité, parce que souvent, la question de handicap, elle est beaucoup associée avec quelque chose de pathos, comme vous êtes courageuse, vous êtes courageux, etc. Et que c'est difficile, et que le handicap c'est lié à la douleur, etc. Et que oui, peut-être, mais pas que, et que cette question de la fragilité, de la vulnérabilité, notamment je trouve dans le duo entre Victor et Anne, et remettait beaucoup de choses en cause, quoi, parce que effectivement on ne le voit pas, mais il y a des allers-retours où on voit Victor qui vient chercher Anne, et Anne qui le toise, qui limite mépris quand même, et voilà, et il finit par se plier à elle, et voilà, il fait deux, trois têtes de plus, et on voit qui est vulnérable et qui l'est moins. Les cartes sont rebattues dans ces moments-là, je trouve que c'est vraiment très beau. Oui, Anne, c'est intéressant de vous entendre réagir par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'effectivement, il y a un renversement des choses. À un certain moment, c'est ça le génie de ce projet également. On verra comment ça se passe avec Dominique tout à l'heure sur ce projet dont nous parlera Dominique, mais c'est arrivé, voilà, les hiérarchies, ou en tout cas les rapports peuvent s'inverser comme ça, ce que disait Olivier. C'est marrant parce que tu en avais parlé, je l'avais pas vécu du tout comme ça. Bah si, je sais que je lui envoie quand même 3 vents, mais... en fait, moi, j'ai pas eu l'impression d'une vulnérabilité, justement, j'avais surtout l'impression qu'on était tous debout, en fait. Même en fauteuil, on était tous debout. Il y a une question de la dignité du corps et
et d'être là. Et qu'on revient au beau, mais en fait, je voyais pas de vulnérabilité, en fait. Mais, et une élégance dans les corps qui s'expriment. Ouais. Effectivement, c'est ce que l'on voit. Il y a des choses très touchantes. Le porté, justement, il est très touchant. À un moment, il y a ce corps qui est enroulé au sol. C'est très très joli, c'est très beau. Voilà, on oublie la question du handicap. Et ce qui est assez génial ici dans le projet, c'est que on a du handicap visuel, je regarde Nathan, handicap cognitif, on a une Orlane qui est autiste également, il y a des handicaps moteurs. On a l'impression que finalement, c'est un projet qui peut agréger exactement les personnes valides, mais toute la variété des handicaps possibles imaginables. Ouais. Je ne sais pas quoi rajouter. Il n'y a peut-être rien à dire et à constater. Ouais. Ou en fait, je crois que tout le monde a eu sa place directement en fait. Ta place est avec nous. Voilà, je trouve que peut-être que celle qui aurait pu paraître la plus éloignée, c'était Orlane justement, qui est atteinte d'autisme. Et en fait, on l'a tous entourée. On allait la chercher, on l'entourait, on dansait avec elle, on allait, voilà. Et en fait, elle a tout de suite eu sa place, en fait. Il y a un plan qui est admirable, c'est-à-dire que chacun va poser son regard dans ses yeux, et Orlane, que je connais par ailleurs d'ailleurs, et on la voit, elle aussi, elle sourit. Elle est lumineuse. Ouais. Ça laisse sans voix. Oui. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à la salle s'il y a des questions, des interventions, des retours d'expérience. Je vous laisse fomenter vos interventions. Il y a d'autres participants qui sont. Il y a d'autres participants qui vont témoigner, donc voilà, n'hésitez pas, justement, celles et ceux qui ont pu participer, peut-être votre témoignage est très important, mais on est sur le régime du consentement, bien sûr. Toujours impressionnant de parler devant une assemblée, mais n'hésitez pas à intervenir. On attend un petit peu? Où en est la suite? Alors, qui est intervenu? Oui. Oui, je vous donne le micro et la parole. C'est ça? Bonsoir à tous. Où en est la suite? La suite, ça nous démange en fait. On ne tient plus. Ça nous démange de revivre ça. On est frustré de ne pas pouvoir continuer, de ne pas pouvoir leur revivre ce merveilleux moment partagé. Franchement, ça a été... Alors moi, je suis une des... peut-être vous ne me voyez pas, je me mets debout. Oui. Voilà. De quelle fenêtre vous parlez? Alors, moi, je suis une danseuse de traversée. J'ai eu la chance de vivre ce magnifique projet. Je suis classée dans les valides. J'ai envie de dire classée parce qu'on est tous valides et on est tous handicapés dans ce projet, en fait. Comme le dit très bien Anne, dès la première séance, il y a une osmose qui s'est créée entre nous et il n'y avait plus de handicap du tout. Voilà, on a partagé, on a vécu des moments très forts les uns avec les autres et le handicap a très très vite disparu de nos yeux, de nos comportements. Il y avait énormément d'empathie les uns avec les autres, mais pas forcément parce qu'il y avait un handicap. Parce que les personnes, je dirais, qui étaient considérées avec un handicap avaient autant d'empathie pour les personnes valides que l'inverse en fait. Donc c'est... Voilà, je pense que les danseurs qui sont là dans la salle et les chorégraphes qui ont eu beaucoup d'empathie aussi envers nous et qui nous ont beaucoup donné, pourront dire la même chose. On a hâte de revivre ce projet, on a été très heureux de le partager. Et on vous souhaite un jour de vivre la même chose en fait. Votre prénom? Blandine. Merci Blandine pour ce témoignage, également ce retour d'expérience comme l'on dit. Je regarde la salle s'il y a d'autres interventions, mais on a encore le temps. Je vais donner la parole à Dominique Lebert et le projet dont va nous parler. Chahut-Kao, évidemment, a une résonance certaine avec ce qui vient d'être dit, avec Traversée. Chahut-Kao, c'est une création, un copain comme les autres, où les questions de cirque, ou les questions de burlesque, on est sur une approche finalement qui est de la même nature que ce qu'on a entendu pour Traverser, Dominique.
Parlez-nous un peu de ce projet. Oui, alors je ferai un petit peu l'historique avant d'arriver à ce projet qui est en cours. En fait, nous, c'était déjà un groupe de danseurs, d'une quinzaine de danseurs qui se connaissaient déjà. Et ce sont que des jeunes en situation de handicap intellectuel. Donc on n'a pas ce mélange de handicap. Et c'est parti donc de la volonté de leur professeur de danse de les emmener ailleurs, autrement. Et grâce à l'intervention de Claude Brumachon donc en 2016, qui est déjà venu voir les jeunes pendant deux après-midi. Je regarde Kim parce que maman aussi qui était avec moi, et qui n'a pas donné son accord tout de suite, qui voulait absolument... ça a déboussolé d'ailleurs un petit peu les jeunes parce qu'il n'y avait pas de musique, il n'y avait rien, et Claude les a regardés, a essayé de comprendre, puisqu'il travaillait avec des jeunes en situation de handicap, mais moteur, mais pas intellectuel. Et au bout de 2 répétitions, il a dit « ça y est, j'ai la chorégraphie, je sais ce que je vais leur faire faire ». Et on est parti sur presque une année de répétition, voilà, et ça aboutit à la croisée des routes. Et c'est vrai que j'aime bien rappeler, parce que malheureusement, ils ne sont pas là, ils sont là, Claude et Benjamin, dans 15 jours, puisqu'ils viennent pour une répétition sur un week-end. Mais quand on avait demandé à Claude ce qu'il pensait du projet avec les jeunes, un copain comme les autres, il nous disait qu'il fallait tout d'abord raconter le chemin. C'était peut-être le plus important, le temps partagé avec ces 9 jeunes gens, leurs moments de doute, d'envie, de fatigue, je peux vous dire qu'il y en a eu, d'énergie. Lors des cours, nous avons exploré les corps et les paradoxes, cherché, essayé de construire une chorégraphie collective. Je ne sais pas si le spectacle est le rendu de toutes ces heures de travail, de rire et de larmes, il y a eu des larmes. En tout cas, on arrive à une forme d'épopée. Donc moi, ce que je voudrais dire par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est la co-construction, ça s'est fait avec les jeunes. Là, c'est bien entendu Claude arrivait avec son idée de chorégraphie, mais sa chorégraphie évoluait au fur et à mesure des répétitions. Donc, et de nouveau, la future chorégraphie, Chayukao, c'est exactement la même chose, quoi. Il repart sur son idée, donc là, Chayukao, c'est un cirque déjanté, en fait. Mais je pense qu'il a aussi réfléchi par rapport aux jeunes qu'il connaissait déjà. Mais il le co-construit au fur et à mesure des répétitions avec nos jeunes. Tout à l'heure, on parlait de fierté. Nous, on est avant tout une association de parents, et je peux vous dire que pour nous, parents, c'est vraiment super. C'est vraiment, on est très fiers de nos jeunes. Ils sont également très fiers, parce qu'ils ont bien senti la différence entre les chorégraphies qu'ils préparaient depuis une dizaine d'années avec un professeur de danse de l'école de danse de la Chapelle-sur-Aisne, et l'exigence là de Claude et Benjamin maintenant aussi qui intervient, puisqu'en fait il y a 3 danseurs professionnels qui dansent avec nos jeunes, là, qui sont 10 cette fois-ci, à danser avec les 3 danseurs professionnels. Donc ils sont fiers, ils se rendent compte, malgré leur handicap intellectuel, de cette chance qu'ils ont, de pouvoir justement évoluer autrement, à un autre niveau. Et je peux vous dire que la première chorégraphie, pareil, on a une vidéo, on a des photos qui sont... un très beau film également, de belles images que vous m'avez permis de voir et qui sont très touchantes également. Kim, est-ce que vous voulez compléter sur... non, vous regardez avec de grands yeux. Je propose la parole, elle circule librement et sur le consentement. Mais aussi, il y a l'idée dans les 2 projets, que ce soit pour Traverser ou Chayukao, je ne vais pas y arriver, c'est que finalement, les personnes en situation de handicap, elles sont actrices du spectacle, alors que souvent, bien elles sont peuvent être dans l'assistance, elles sont vraiment actrices. C'est quelque chose qui rend un intérêt particulier pour le spectacle, qui rend de la fierté pour les protagonistes, pour les parents, on peut dire ça. Je ne suis pas sûre si je vous ai bien compris. C'est normal, ma question était mauvaise. Pas du tout. Mais une chose qui est sûre, c'est que nous, on a beaucoup aimé, et ce que nos jeunes ont adoré, c'était quand même cette recherche de trouver des mouvements quand même qui ont du sens pour eux, et la beauté quand même du sens quand même, pour que chacun est capable de trouver des gestes et des mouvements, quand même, quelles que soient les possibilités. Chaque être est capable quand même d'avoir du sens dans du danse et dans l'artistique. Qu'est-ce que vous êtes
qu'est-ce que vous avez pu constater du changement chez les jeunes qui ont participé à ce projet dans leur, ils avaient quoi, plus d'allégresse, plus de sourire. On a parlé beaucoup de sourire tout à l'heure. Qu'est-ce que ça produisait finalement, ces séances de travail exigeantes, hein, mais... J'étais très impressionnée par la capacité de patience de nos jeunes, parce que je n'aurais jamais imaginé qu'ils auraient pu, par exemple au début, rester pendant 2 heures sans musique. Ils ont l'habitude justement dans les cours de danse classique d'être emportés par la beauté de la musique, donc on trouve toujours quand même une file sur lesquelles on peut s'attraper. Là, des heures sans musique, et toute la construction quand même, il y a énormément d'heures de construction de chorégraphie sans musique. Donc ça, c'est vraiment, vraiment difficile, et c'est un bel témoignage justement de toutes les relations entre eux, tout l'échange quand même entre eux, entre les danseurs, entre le chorégraphe, parce que c'est cette relation-là qui les porte là où normalement la musique leur donne plus de facilité. Merci Kim, merci beaucoup pour votre témoignage. Il y a quelque chose qui est important que vous avez dit, c'est concentration, fatigabilité. C'est peut-être quelque chose qu'on pourrait interroger pour les 2 projets que l'on regarde ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Dominique, de ce point de vue-là, oui, la non, concentration certain, sur le temps, sur la durée? On a demandé, alors nous on a la chance, c'est la 2e chorégraphie, donc la suite c'est en cours, même si on s'est posé la question, parce qu'on est une petite association et c'est des projets qui coûtent très cher, donc pour une association comme la nôtre, on a hésité au départ, mais bon, on savait que voilà, nos jeunes étaient emballés. Et ce qu'il faut aussi, nous, de notre part, c'est un engagement des parents, puisqu'on est obligé de respecter là des dates bien précises, puisque Claude et Benjamin sont un petit peu partout dans tout le monde. En ce moment, je ne sais plus si c'est le Mexique ou je ne sais pas où. Et que dans 15 jours, ils seront à Nantes et ils reviennent exprès pour les répétitions. Donc c'est un engagement des parents, des jeunes. Voilà, mais c'est vrai que c'est une exigence un peu extraordinaire, mais ils nous épatent, les jeunes nous épatent, et les parents aussi d'ailleurs. Nathan, j'en reviens oui, Olivier, pardon. Sur l'engagement des parents, il y avait quelque chose qu'on n'avait pas forcément mesuré, nous, puisqu'en fait, au départ, ce projet-là fait partie d'un dispositif qui s'appelle les créations partagées, donc financé par la ville de Nantes, où on était chercher d'autres financements et où on a expliqué un peu comment on voyait ce projet-là, avec ce qu'on avait comme idée. Mais il y a un grand absent dans le déroulé, l'explicatif de ce projet-là au départ. Un grand absent, c'est l'élément parent en fait. Et autant là, vous avez aussi des danseurs qui sont autonomes, mais beaucoup aussi, hein, que ceux qui étaient en fauteuil ou autres, avec un handicap intellectuel, étaient un peu dépendants de leurs parents, surtout qu'ils n'habitaient pas forcément tous sur Nantes, donc il y avait des transports à prévoir. Et ça veut dire que sur des grands temps de 2 heures, les parents passaient du temps ensemble pendant 2 heures, donc ils ont été au resto, ils ont été au cinéma, etc. Et j'ai vu la sauce franque dans quelque chose qui n'était pas forcément très agréable à recevoir pour moi. C'était que comme il y a eu plusieurs spectacles, il y en a eu un qui a été jusqu'à Pontchâteau dans le cadre de musique et danse, et du coup il y avait une logistique à prévoir aussi en coopération avec les parents. Et des fois, il y a eu quelques petits loupés de communication et autres. Et je me souviens avoir reçu un mail du collectif des parents. C'est là que je me suis dit, tiens, le mail n'était pas forcément très agréable. Hein. Mais j'ai trouvé quand même ça assez fort de se dire qu'il y avait eu quelque chose qui avait été créé. Et en les voyant, effectivement, ils représentaient un groupe à part entière, quoi, qui faisait partie, enfin, c'était des partenaires de cette création, quoi. Et voilà, maintenant on est averti et on fera avec dans les autres projets, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout, on les avait un peu oubliés en fait, les parents. Je voudrais revenir un peu, on va passer 2 heures dessus, mais sur la question de la concentration, de la fatigabilité. Nathan, sur cette question-là, comment on gère ça finalement avec certaines personnes qui peuvent avoir un corps qui aspire au repos finalement au bout d'un certain temps? Comment on arrive à harmoniser finalement une séance de travail avec des contextes différents, parce que tout le monde est singulier en tant qu'être? Je crois que nous, ce qu'on a dit dès le départ entre chorégraphes et ce qu'on leur a dit tout de suite, c'est vraiment arrêtez-vous quand c'est le moment pour vous.
posez-vous dans un coin de la salle et nous on sera toujours à votre écoute là-dessus. Ça c'était super important. C'est peut-être des premières infos qu'on a eu leur passer dans les premières répétitions. Parce qu'en effet, si on n'est pas dans cette écoute-là, à un moment donné, la machine s'emballe et puis ça ne fonctionne pas. Et puis il y a une histoire de confiance aussi, c'est-à-dire que si on pousse, le groupe va peut-être lâcher en termes de confiance envers les artistes associés. Donc il y a une histoire d'écoute qui doit être assez forte et je pense que Claude Brumachon, Benjamin Lamar, j'imagine qu'ils fonctionnent exactement pareil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une espèce de connexion qui se prend un peu dès les premiers ateliers, parce que après ça va assez vite en fait, et nous on avait un peu les mêmes contraintes, c'est-à-dire que les répétitions elles étaient calées et qu'on ne pouvait pas, parce que 2-3 personnes étaient fatiguées ce jour-là, annuler la répétition, donc il fallait quand même que les répétitions se fassent, avec peut-être des absents, avec de nouvelles contraintes qui arrivaient. Chose dont on n'a pas parlé aussi tout à l'heure, c'est toute la partie création lumière. Alors moi je suis déficient visuel et dans le groupe on avait aussi des personnes déficientes visuelles. C'est quelque chose de complexe quand on est amené à créer de la lumière sur un plateau. C'est très compliqué, vous imaginez bien, pour un déficient visuel d'arriver dans une boîte noire avec un bord de plateau qui est un vrai endroit d'accident possible, quand même, qui parfois soit à 1 mètre de hauteur, et puis des nouveaux espaces qui sont des pertes de repères, en fait, pas que pour les déficients visuels d'ailleurs. On arrive à chaque fois dans une nouvelle salle avec des fonctionnements qui sont différents. Nous, quand on danse en tant qu'artiste professionnel, on a une habitude, mais les danseurs amateurs, c'est à chaque fois une vraie découverte en fait, d'arriver dans une nouvelle salle de spectacle, de découvrir tout ça. Et donc ça n'a pas été forcément très simple non plus. Je crois qu'il y a des lumières d'ailleurs qui peuvent aveugler des personnes qui sont malvoyantes. Complètement. On a fait modifier. Alors nous, on n'a pas malheureusement pu créer vraiment une lumière. On a un petit peu entre guillemets bricolé puisqu'on n'a pas eu suffisamment de temps pour vraiment faire vraiment une conception lumière pour le spectacle. Mais en tout cas, on a eu la chance d'avoir été accompagné d'un régisseur qui a donné à voir un travail et qui a adapté comme cette création pour réussir à faire en sorte que les jeunes, enfin pas les jeunes parce qu'il n'y avait pas tous les âges d'ailleurs dans ce groupe, soient tous le mieux possible sur ce plateau. Noël. Puis, moi je voulais parler aussi je pense, la particularité de la danse contemporaine. Alors Claude et Benjamin, moi je les connais bien, on sait aussi, c'est qu'on a un grand espace de travail, de recherche qui est l'improvisation. Nous, on a encore plus pris parti de ça parce que à un moment donné, quelqu'un qui est malvoyant au plateau va avoir une posture particulière, quelqu'un qui a une difficulté à tenir sa colonne a une posture particulière. Et l'objet, c'était pas forcément de ramener tout le monde sur le même axe vertical, tout le monde avec un geste esthétisant de la même forme, mais plutôt de travailler sur les états de corps et les états de présence, et puis comment la relation et les propositions donnaient à avoir des situations dansées, donnaient à avoir une danse qui part beaucoup en fait de la personne, de la relation du groupe, et c'est ce qu'on voit dans le film, je trouve beaucoup, et c'est ce que j'ai trouvé super intéressant. Et par rapport justement à l'éclairage, il y a eu le moment avec Nathan, on avait une discussion où moi je n'avais pas du tout pensé à ça. Ah effectivement, ça peut aveugler telle personne, ou tiens cette personne, on a parlé aussi avec Céline, tiens tu traverses l'espace, moi c'est un spectacle pour des voyants en fait. Donc on avait aussi la question de maintenant, il y a tous les états de corps, les états d'être et tout ça, puis il y a aussi des gens qui sont voyants, qui vont regarder. Donc quand je fais ma diagonale en marchant, moi je vois peut-être pas ce qui est au bout ou devant, mais la personne spectatrice va te voir marcher. Donc comment moi je vais trouver les mots pour donner plus de présence à la personne qui marche, sans avoir lui donné un code qui est celui d'un voyant. Parce que dire à la personne, tiens-toi à droite, lève le bras gauche, je sais pas quoi, c'est pas forcément les bonnes données. Mais qu'est-ce qui va toucher pour que la présence s'amplifie, alors que la personne ne va pas forcément avoir besoin de regarder un point fixe pour tourner. Enfin, il y a plein de codes qui ont complètement changé. Et ça, je pense que tout le monde, moi c'est ce que je trouve complètement génial à chercher. Maï, sur cet aspect-là, vous voulez compléter? Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on parlait tout à l'heure du fait que finalement, il n'y avait plus de handicap dans le groupe, parce que finalement, la question... on dépassait un petit peu la question du handicap on dépassait un peu la question du handicap, c'est-à-dire qu'on était face à des personnes singulières,
dont on voulait mettre en valeur les singularités, mettre en valeur les différences corporelles, et ce que disait Noël était très juste sur bon, voilà, la posture de corps est différente, le regard est différent, et c'est ça qu'on essaie de mettre en valeur en fait. Donc mettre en valeur les singularités de chacun pour les mettre dans un état de danse, et pour que chacun d'entre eux et d'entre elles, chacune d'entre elles, crée un imaginaire dansé en fonction de sa perception corporelle et de sa perception de l'espace et des autres dans l'espace. Merci. Il y a une question dans la salle. J'arrive avec le micro. Alors, c'est pas tout à fait une question, c'est... donc moi, je viens d'Angers, je m'appelle Marie-France Roy. Je suis de la compagnie Résonance, c'est très étonnant aussi, mais avec 2 N. Voilà, moi, je suis très touchée de ce débat. On s'est déplacé avec Jean-François exprès d'Angers ici ce soir, parce que je fais le même travail, je porte le même travail que vous, mais seul, un peu seul à Angers. Et je suis un tout petit peu déçue de ne pas avoir été au courant de votre travail et surtout des résultats, sinon je me serais vraiment... quand je vous entends, j'aurais aimé... je suis frustrée de voir j'aurais aimé aller vous voir, bien sûr. Alors, moi, en tant que professionnelle danse contemporaine, j'ai envie de dire, témoigner que ça fait 10 ans que je travaille avec 9 danseurs porteurs de trisomie. Pour moi, ils font partie de la compagnie Résonance, associée à 7 danseurs dits normaux. Et c'est un vrai bonheur, une vraie aventure artistique, avec des résidences, avec des temps où on mange ensemble, on a dormi ensemble, et on a surtout créé. Moi, je voulais dire que qu'est-ce qu'on fait de ça, là, maintenant? C'est des témoignages où tout le monde est complètement ébahi, extraordinaire par rapport à l'émotion, ou qu'est-ce qu'on donne de beau à voir? Aussi, c'est une vraie question, Maï. Et qu'est-ce qu'on fait pour témoigner ça encore plus fort? Moi, il y a longtemps que je danse, et je me dis, depuis que je travaille avec eux, j'ai retrouvé un souffle dans mon travail, mais un vrai souffle. Et c'est eux qui m'ont trouvé, c'est ces gens-là où la technique n'a plus sa place, mais il y a autre chose qui émerge. À partir des fondamentaux de la danse contemporaine, bien sûr. Je travaille beaucoup en atelier d'impro et de compo, puisque c'est ça la finalité du travail. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Moi, la question de me dire, voilà, on travaille à partir de leurs ressources, à partir de nos propres ressources, sans niveler par le haut et par le bas. Et moi, j'ai une pièce qui dure 52 minutes, qui s'appelle Du haut côté jardin, côté court, qui a été dansée 17 fois en 5 ans, et elle est encore vivante, puisqu'ils l'ont répété. On l'a dansée aussi pour un documentaire de France 3. Mais comment, maintenant, on peut porter plus loin ce travail sur la diffusion? Parce qu'il y a une frustration. Moi, je réponds à des demandes de création. J'étais à Vertou il n'y a pas longtemps, dans un CESA d'ADAPEI pour monter une création avec des professionnels de santé et leurs résidents. On s'en va, on danse 2 fois, on fait des salles pleines, il y a de l'émotion, et après, on fait quoi? Comment, maintenant, les programmateurs, la diffusion, peuvent regarder ça? Moi, voilà, on parle de pratique maintenant, quand on est Brumachon, quand on est... peut-être c'est plus facile de danser. Moi, je suis émerveillée, vous avez dansé au CND. Moi, j'ai dansé au Théâtre d'Angers plusieurs fois, bien sûr, mais voilà. Comment on peut dire, c'est un spectacle professionnel, mais ils sont handicapés, mais ils sont en situation de handicap. Parce que quand on écoute les programmateurs, on dit, vous dansez pas avec des professionnels. Alors je dis, moi j'ai fait le CNDC, hein. J'ai dit, vous avez vu des danseurs, vous, trisomiques, passer des auditions pour entrer au CNDC? Non. Alors on fait quoi de ça? On fait quoi? Moi je travaille aussi avec des danseurs amateurs qui ont un très beau niveau. Je ne peux pas employer des danseurs professionnels parce que je n'ai pas l'argent pour. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Et moi j'ai envie de dire, moi je me sens seule à Angers, j'ai envie de venir avec vous et de réfléchir à dire, ben voilà, parce que tout ce que vous avez dit, moi je le vis à mon niveau, et je viens pour poser cette question. Merci beaucoup pour cette intervention, ce témoignage, et puis qui fait écho, au-delà du nom même, hein, qui ressemble beaucoup à Résonance. Comment on fait, j'ai envie de poser peut-être la question à Olivier, quand on sait faire, comment on fait savoir? Comment cette diffusion, bien, on a bien noté la frustration, mais effectivement, comment on communique mieux, on optimise tout ça? C'est très compliqué, forcément, et peut-être pas tant que ça. C'est une vraie question, probablement la question du changement de regard des programmateurs,
changement un peu de paradigme sur leur vision et leur représentation du handicap. Je pense que là-dessus, il y a un très très gros travail à faire. Il y en a qui sont sensibles, mais de là, effectivement, à passer le pas et de se dire que dans sa programmation, il y aura 3, 4, 5 spectacles avec des personnes en situation de handicap en tant qu'artistes. Bon, on en est malheureusement très loin. Vous savez, il y a un petit détail tout bête, hein, cette salle, elle est très belle, hein, on a des écrans, on a une bonne sono, et il y a de la moquette, enfin bon, tout est bien. Et on remercie le conseil de développement, je veux pas. Mais c'est symptomatique de se dire qu'il a fallu qu'on porte Anne pour venir sur cette série-là, parce que même si c'est une petite marche, c'est une petite marche pour laquelle, si elle était toute seule, elle ne pourrait pas venir ici. Mais qu'est-ce que ça veut dire derrière? Ça veut dire derrière que à peu près plus de la moitié des salles qui sont à Nantes Métropole et autour ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite. Ça veut dire qu'on cantonne encore, et pendant longtemps, les personnes en tant que spectatrices. Et c'est aussi cette idée de faire ce débat autour de la pratique. De faire le débat autour de la pratique, c'est de se dire, voilà, il y a aussi des artistes qui sont là et qui ont fait un spectacle et qui peuvent passer de l'autre côté de la barrière sur les scènes, et que même sur les scènes, on n'a pas prévu et on n'imagine pas que effectivement des personnes en situation de handicap soient artistes à part entière. Donc là, il y a, je pense, une volonté politique à avoir du côté des collectivités sur non plus que la diffusion de spectacles ou que l'accès, parce que c'est ça ce qui est travaillé principalement, et nous on en témoigne parce qu'on fait partie de ces groupes de réflexion, que ce soit au niveau régional, départemental ou local, où on travaille la question de la culture essentiellement sur la diffusion, mais pas la diffusion de spectacles de personnes en situation de handicap ou avec des personnes en situation de handicap, la diffusion pour que des personnes en situation de handicap soient spectateurs. Et c'est bien, il faut travailler ça. Mais travailler la question de la pratique. Et derrière, encore un cran supplémentaire, travailler la question d'assumer et de porter aussi cette parole auprès des diffuseurs culturels, de faire attention à ce qu'il y a des choses de qualité qui sont, et comment on peut en être relais, quoi. Nous-mêmes, on était dans ce questionnement-là, puisqu'à un moment donné, effectivement, il y a eu des possibilités avec la région de nous inscrire dans une sorte de programmation. Alors ça, s'est jamais fait parce qu'il y a eu un tas d'autres événements qui sont posés, mais il y a du côté des programmateurs une vraie attention à avoir. Mais par contre, effectivement, pour moi, ça doit être porté politiquement, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est que si ça ne vient pas d'en haut, les programmateurs, ils sont dans une logique, une pratique habituelle, et que le handicap, c'est un décalage qui est vraiment trop important, parce qu'il y a cette représentation-là, et que tant qu'on ne travaillera pas sur cette représentation-là, ben, les choses n'avanceront pas plus, quoi. Alors, c'est pas forcément très optimiste, hein, mais voilà, c'est mon point de vue. Et j'ai envie de passer la parole, avant que de la passer dans la salle, il y a une question ici, une intervention au chorégraphe présent, je pense à Noël, à Maï et à Nathan, sur comment mieux faire connaître, faire changer les mentalités chez les programmateurs. Comment vous voyez les choses, Noël? Alors pour ma part là-dessus, c'est complexe, parce que déjà en tant que chorégraphe danseuse professionnelle, on galère comme des tarés pour réussir à diffuser nos propres spectacles pro. Et moi je suis en gros questionnement sur la place de l'amateur et du pro, parce que j'emmène des amateurs sur des plateaux professionnels où je dois en tant que professionnel, je n'ai pas accès. Donc ça reste une vraie question. Donc en fait moi ça ne me touche pas encore trop la question du handicap ou pas sur les plateaux. Pour moi c'est une question d'humain, en fait, c'est pas une question de handicap. J'ai été voir Emmanuel Laborie jouer sur le plateau de Rosé en tant que personne malentendante avec des musiciens. Il y avait les 3/4 de la salle, c'était des gens malentendants, c'était génial. Mais je me suis pas, enfin c'est marrant, ça me touche pas en soi. Pour moi c'est, je pense que ça me concerne pas encore assez, parce que je suis trop questionnante sur moi-même, parce qu'on est dans une vraie problématique de la place maintenant de l'art vivant, des financements et tout, de l'éducation. Le monde a vraiment changé entre il y a 30 ans et aujourd'hui, on est nombreux, c'est complexe, machin. Donc moi je trouve génial que des gens de tout type aillent sur plateau. Après, voilà, c'est à chacun sa place. C'est-à-dire que les gens qui ont la niaque de ça, Olivier, tout ça, allez-y, bagarrez-vous pour ça. Moi, moi je vais d'abord défendre le milieu professionnel. Il y a des gens qui vont défendre le milieu amateur, des gens qui vont défendre le milieu amateur et handicap, des gens qui vont défendre...
Oui. Non, mais professionnel, ça veut dire que les danseurs sont intermittents. C'est pas le cas de Traversée, on va pas payer tous les 13 danseurs en plateau, enfin il y a aussi ça. Par contre, moi je trouve ça génial, il en faut. Quand on a vu Manuel Labourie sur le plateau signer, chanter avec des musiciens et majoritairement que des malentendants dans la salle, je me suis pris une claque, j'ai trouvé ça génial. J'avais l'impression d'être handicapée complètement. On est ressorti, pas un bruit, je savais pas communiquer, je trouvais ça une grosse claque. Et elle s'est éclatée, tout le monde s'est éclaté. Et j'ai découvert un univers mental complètement différent du mien, le langage il est beaucoup plus cru, plus abrupt. Donc alors ça, moi je trouve ça super. Plus on pourra mélanger, c'est comme depuis que je travaille plus dans les quartiers durs, je vois que des blancs. Je suis danseuse contemporaine, je fais plus de cirque, je vois que des blancs. Je donne des cours de danse, je vois que des femmes, c'est terrible. Donc c'est pareil, mais pour moi c'est dans tous les domaines qu'on doit s'obliger à motiver les croisements en fait. Voilà. Maï et Nathan, rejoignez ces propos. J'avoue que je n'ai pas vraiment de réponse à cette question. Ce que je constate, c'est qu'effectivement, il y a une sorte de clivage entre... comment dire, il y a des choses qui sont faites dans le monde du handicap, il y a des choses qui sont faites dans le monde de la culture. Et lorsqu'on travaille sur une pièce qui accueille des personnes en situation de handicap, on est à la frontière entre deux milieux voilà, qui sont pas très poreux. Donc... j'avoue que je ne sais pas trop comment répondre à cette question. Là, ce que j'ai constaté quand même, c'est une certaine force dans le collectif. C'est-à-dire que j'ai l'impression que le fait de se rassembler, de mener quelque chose de collectif, de faire en sorte que les voix se rassemblent en fait et s'unissent, peut permettre peut-être de changer les choses. Mais je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est la solution. Voilà. Voilà, on recherche encore Nathan sur ce sujet-là. Après, vraiment, je donne la parole à la salle. Sur la question de la diffusion, de la meilleure diffusion. Je rejoins quand même énormément Noël là, sur la question entre amateur et professionnel. Je trouve que c'est compliqué, on pourrait y passer, je pense, plusieurs heures. D'obtenir son statut d'intermittent quand on est en situation de handicap et de faire 507 heures pour pas mal de personnes en situation de handicap, je pense que c'est absolument impossible. D'avoir autant de représentations, de répétitions, etc. Donc ça aussi c'est compliqué, c'est-à-dire que être professionnel c'est bien, mais après il faut assumer un rythme aussi assez important. Et puis comme disait Noël aussi, si on avait rémunéré 14 danseurs là dans le projet Traversée, je pense que le projet Traversée se serait jamais fait, parce que le budget aurait été pharaonique. Toutes les répétitions, si on cumule toutes les heures, plus les représentations, c'est très très conséquent. Donc je pense qu'on est dans deux... Voilà, pour moi c'est complexe en fait cette question-là. Et en même temps, je trouve ça hyper fort là, les propos de la compagnie sur Angers. Du coup j'ai hâte de regarder votre travail, ce que je découvre, je connais pas. Et voilà, et il y a des belles expériences sur la région. Moi je pense que ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'à un moment donné on réussisse peut-être à être dans des rendez-vous communs. Olivier le disait tout à l'heure, il y a une initiative là de la région qui a débuté en 2019, qui va j'espère se refaire sur 2020, qui donne logiquement à voir aussi des projets comme les nôtres, comme celui que vous êtes en train de mener sur la Chapelle-sur-Mer. Donc il y a peut-être des rendez-vous comme ça qui vont petit à petit se développer, des projets comme Traversée, ou d'autres pourront j'espère trouver leur place. J'aimerais bien qu'on entende Jérôme Courroucet de la compagnie du Cercle Carré, parce que lui en fait il prône pour un projet des arts culturels. Je ne sais pas si dans la salle vous avez vu des spectacles de la compagnie du Cercle Carré, c'est du théâtre. Et du coup, voilà, au lieu de produire de la blanchisserie, de l'espace vert, du pain ou autre, eux, ils produisent du spectacle. Il est juste devant toi, Pascal. Et je vais passer la parole par bienséance à quelqu'un qui la demande depuis longtemps, et après, promis, je passe la parole à la personne que tu m'as dit, Olivier. Je suis Daniel Tirage, président de la République Compagnie. Et je rejoins tout à fait votre propos. Il faut dire que dans nos pays européens voisins, la Belgique et l'Italie, qui est un pays latin comme nous, on va avoir des spectacles de personnes en situation de handicap. Il faut qu'on travaille
faut qu'on se fasse entendre. Voilà. Parce qu'on a des choses, c'est pas sympa. Il faut qu'on y travaille. C'est ça aussi l'accessibilité. Voilà. Merci beaucoup. Vous travaillez ensemble et on s'attelle à ce chanter-là qui n'est pas un moindre chanter. Merci beaucoup pour cette intervention, laquelle on pourra réagir bien sûr. Je vais passer la parole également à la personne qui est devant moi, que je salue parce qu'on ne se connaît pas. Bonsoir, merci Olivier du coup de passer le micro. Écoutez, moi je suis le coordinateur de la compagnie Le Cercle Carré, qui est une compagnie de théâtre qui dépend de l'ADAPI 44 et qui est gérée dans les cadres des activités d'un ESAT, qui est basé à Berlin, mais ça c'est pas très important. Et effectivement, nous, alors pour rejoindre la question de la diffusion, de la professionnalisation, on a trouvé ce biais de la structure ESAT pour proposer le métier de comédien aux personnes qu'on accompagne. Donc on travaille avec un metteur en scène professionnel dans ce métier, qui est en charge de la formation et de la création de nos spectacles. Et du coup, c'est une partie de la réponse, c'est-à-dire qu'on ne parle pas d'intermittents, puisque les comédiens gardent leur statut de travailleur d'ESAT. Donc moi maintenant, pour essayer d'avoir le discours du milieu culturel, je dis qu'ils sont permanents de la compagnie. Comme ça, quand on va voir la DRAC, autrement on se fait retoquer. Apparemment, il faut être intermittent pour exister. Mais pour moi, l'intermittent, c'est un statut, c'est pas un métier. Et donc, bref, et donc voilà. Donc du coup, les comédiens restent dans leur statut de travailleur d'ESAT. Et puis du coup, on est dans une démarche de professionnalisation et on existe depuis 5 ans, on arrive à jouer une fois par mois en moyenne, depuis 5 ans. Mais ça veut dire aussi, je rejoins ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut beaucoup de temps de travail, de répétition, il faut beaucoup de disponibilité, c'est-à-dire qu'il faut être capable de jouer n'importe quel jour de la semaine, le soir, le week-end. Donc quand on revoit sur des projets tels que les vôtres, effectivement, la question de la disponibilité, c'est une réalité. Si on veut exister dans le circuit culturel, il faut aussi qu'on s'impose les mêmes contraintes que n'importe quelle compagnie. Donc voilà, et donc effectivement, le projet, c'est de créer dans le département un ESAT artistique et culturel, donc vraiment une entité qui soit dédiée au métier de la culture et accessible aux personnes accueillies. Alors, c'est limité, hein, parce qu'il faut avoir le statut de travailleur d'ESAT, donc on s'adresse vraiment à une partie des gens vivant une situation de handicap, mais en tous les cas, c'est peut-être une partie de réponse. Et donc là, nous, pour répondre aussi à la question de la diffusion, du coup, la compagnie là, est en train de recruter une chargée de diffusion pour passer aussi un palier, puisqu'on s'aperçoit que dans toutes les dates qu'on a eues depuis 5 ans, il y en a quand même beaucoup qui sont encore liés au réseau handicap ou au réseau entreprise aussi. Voilà. Il y a aussi tout un axe de... le milieu de l'entreprise nous fait aussi finalement jouer. Et alors après, par rapport aux réalités économiques, effectivement, nous, on ne serait pas fan de nos spectacles, on est 6 sur scène pour des raisons purement économiques, en calculant que du coup, on n'est que 9 en déplacement, et donc c'est un minibus. Donc effectivement, monter des projets à 14 dans la réalité économique aujourd'hui du spectacle vivant, c'est aussi des choses à prendre en compte. C'est des choses que nous aussi on prend en compte en amont pour essayer d'être dans une réalité économique du milieu artistique. Merci, je suis derrière vous. Merci beaucoup. Travailler avec les entreprises, travailler ensemble. Je reprends les 2 dernières interventions de Deschma, là aussi en pratique. Le temps passe vite, hein, il nous reste une vingtaine de minutes. Je regarde l'assistance s'il y a d'autres volontés d'intervention. Dominique Lebert. Oui, moi, je vais bien réagir avec justement ma casquette de coprésidente de TECAP. Je trouve que c'est bien la première fois justement qu'on parle de culture et qu'on peut justement aborder là, nos chorégraphies devant un public diversifié. En général, c'est souvent entre nous, entre associations de personnes handicapées ou bien culture, mais là, c'est vrai qu'on a l'avantage d'avoir un public très diversifié.
Et puis c'est vrai que nous, l'avantage à la Chapelle-sur-Erdre, c'est de travailler avec la collectivité. Il n'y aura pas de secret, si on n'avait pas la ville de la Chapelle comme partenaire, on ne ferait pas ce qu'on fait. Mais voilà, je voulais tous vous remercier et puis dire que voilà, c'est à vous tous maintenant de diffuser la bonne parole et de dire que ça existe en fait, que c'est possible. Nous, on le fait au quotidien, au sein de nos associations et puis au quotidien avec nos jeunes qui sont en situation de handicap. Mais vous tous ici, en fait, c'est ça, c'est porter la bonne parole et dire que, et on a de la chance, sur la région nantaise, en fait, voilà, tout ce qui se passe, c'est possible, donc, et pourquoi pas jusqu'à Angers. Mais c'est vrai que c'est à diffuser, et je voudrais remercier vraiment le Conseil de développement d'avoir pu nous permettre d'organiser notre conseil collégial ce soir, et notamment sur cette pratique culturelle. Il y a une intervention depuis la salle. Oui, Noël, allez-y. Je passe par... Moi, je voudrais rajouter qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui, qui sont envisageables à partir du moment où on fait des croisements. Je vois par exemple, moi à Vannes, la compagnie avec qui je travaille, la Clé de Phare, Gagnévois est une femme qui, depuis donc, plus de 12 ans, a monté une compagnie de théâtre-danse avec des personnes en situation d'autisme et de trisomie. Et en fait, sa force aujourd'hui, c'est qu'elle fait du lien avec beaucoup de structures. Donc là, sur un gros groupe, le projet continue, la création se termine, on va monter maintenant le projet. Elle met en lien avec des conservatoires de danse, elle le met en lien avec des écoles. Bon, je vais aller faire des interventions avec certains danseurs qui sont amateurs, mais qui sont là, des jeunes trisomiques qui vont venir dans l'école. Et en fait, en ouvrant tous les champs, elle trouve d'une part des financements, puis elle trouve aussi à donner à voir. Et en fait, ça ramène aussi la question, je me disais, est-ce que dans ma vie, je vais voir des spectacles, moi, qu'est-ce que je vais voir en fait? Je vais voir un spectacle ou je vais voir des gens handicapés? Je vais voir... et comment on croise, mais comme de la même manière, je travaille dans des écoles où on emmène les gamins de la Bautière dans la rue et les gamins de Rezé dans la rue. Et on se disait, mais c'est un peu con, on a des gamins de la Bautière, ils sont tous d'origine maghrébine, on a des gamins de Rezé, ils sont tous blancs. Et pourquoi le jour où ils dansent, ils ne feraient pas ça tous ensemble? Et en fait, moi je me disais, ça se passe comme ça. Et si sur ma programmation culturelle personnelle, j'allais pas qu'au lieu unique voir des trucs, mais que j'allais aussi au moment de l'ouverture de handicap, pourquoi pas j'irais. Enfin, c'est aussi comment on s'habitue mutuellement à s'intéresser à la différence pour ensuite peut-être changer les points de vue politiques. Je vais donner la parole qui est demandée ici, après je reviens vers vous, madame. Oui, moi j'ai juste une question que je peux poser peut-être à Olivier Rabalan. On a beaucoup parlé de danse, on a parlé un peu de théâtre. Est-ce que vous avez en magasin d'autres projets de ce type, mais sur d'autres disciplines artistiques, sur la musique, sur les arts plastiques? Qu'est-ce qui se passe dans ces autres disciplines-là? Oui, alors nous, on a mené un travail depuis 2015 avec des écoles de musique autour de la mise en place d'outils pour les directeurs et les profs de musique, justement pour changer leur regard en fait, pour que l'accueil puisse se faire de façon plus importante. Et là, prochainement, on va mener un travail un peu plus important aussi avec le Conservatoire de Nantes, qui était, où il restait un peu un travail aussi à faire par rapport à ça. Et effectivement, depuis mars 2019, on avait déposé un projet européen qui a été accepté, et dont une des parties est autour de la musique, et notamment l'accès à la musique en partant des contraintes, puisque la musique, il y a deux contraintes qui sont importantes pour tout le monde, hein, mais un petit peu plus pour les personnes en situation de handicap, notamment pour les personnes qui ont une intelligence concrète, c'est le solfège, et puis l'accès à l'instrument, en fait, ou enfin pas n'importe quel instrument, c'est vrai que les percussions sont plus faciles, par exemple, que le violon. Mais pourquoi on ne pourrait pas sortir des sons de violon sans avoir cette contrainte d'aller se coller des années et des années d'instruments? Et du coup, voilà, on est aidé là par pas mal d'associations, de groupes qui réfléchissent depuis longtemps sur tout ce qui est interface numérique, qui permettent d'avoir un accès avec le souffle, avec le geste, avec des capteurs où on peut enregistrer du son et on peut enregistrer des rythmes. Et voilà, sur ces nouvelles technologies-là, donc sensorielles, de bruit de pop, de tout un tas d'interfaces, l'idée c'est de pouvoir effectivement donner un accès à la musique pour des personnes en situation de handicap et des personnes valides.
Alors, après, c'est un peu tôt pour en parler, mais on va bientôt déposer un projet de création partagée auprès de la ville de Nantes, pas plus tard que mercredi, en fait, où on va l'exposer, pour justement mettre en place un projet un peu fou aussi comme celui-là, en fait, un défi avec 5 structures, et qui va durer aussi un peu plus longtemps, en fait, qui va durer 2 ans, 2 ans et demi, justement, avec cette idée de à la fois donner accès à la pratique, et aussi que ceux qui ont pratiqué, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, puissent aussi aller dans des quartiers ou dans des structures d'accueil de jeunes ou d'adultes, faire des démonstrations, faire des workshops, en fait, des expérimentations sur justement ces interfaces connectées qui sont très faciles d'accès, en fait, et qui permettent d'avoir une relation à la musique, mais aussi derrière une relation à la création qui est très intéressante, quoi. Et c'est ça vraiment le cœur du projet, c'est de partir des besoins de ces personnes-là en situation de handicap, avec différents types de handicap, et de donner un accès à la créativité, à la création. Et là-dessus, je suis sûr qu'on sera sur le même constat que le handicap n'existe pas, quoi. Parce que il y a beaucoup de personnes qui, quand on leur donne la possibilité de faire de la musique, de façon assez simple, assez facile, eh bien, on éveille une créativité qui parfois est multipliée par ce qui peut se passer dans la tête d'une personne trisomique qui peut être très désinhibée, en fait, sur la question de son corps, mais aussi la question de faire du son. Et notamment, si c'est dommage parce qu'il se produisait samedi dernier, en fait, il y a un groupe qui s'appelle Soyuz, un groupe de jeunes polyhandicapés. Donc on peut dire que le polyhandicap, c'est quand même le handicap un peu lourd. Et voilà, c'est 6-7 jeunes qui ont créé ce groupe-là déjà en amont dans un IEM, qui sont devenus un peu plus vieux, qui ont quitté l'IEM, et qui, avec 2 associations, Artist Facta et Andy Art Mix, donnent à voir des concerts, en fait, et là, c'est à la Maison de quartier de Lyon samedi dernier, où eux, ils font du rock dur, hein, du bruit, diraient certains. Bientôt Hellfest. Voilà, voilà exactement l'exemple d'une diffusion qui pourrait être vraiment l'apothéose. Donc voilà, c'est un peu et ça, c'est un projet qui va concerner pas mal de structures sur Nantes. Alors, il y en a 5 principalement là, qui sont Musique Action Handicap, Stérolux, Trampolino, l'Atelier Sonore, et puis l'association L'Annexe Nantes, qui est une association d'écriture où on essaie aussi de jongler un peu avec la question des mots et puis la question de la musique. Voilà, c'est un projet qui aussi peut avoir une dimension locale et aussi qu'il y aura une dimension internationale, puisqu'on travaille avec des partenaires portugais, partenaires québécois et des partenaires belges sur ce projet-là, justement pour donner aussi une dimension plus importante et de partage de ces expériences et de ces bonnes pratiques. Donc, mercredi, une journée importante, Olivier. Bien sûr. Alors, madame, vous avez demandé la parole. Alors, moi, je voulais juste revenir sur l'intervention de Noël, auquel les questionnements sur effectivement la position d'une compagnie de danse contemporaine dite tradie a du mal à exister, et ce que je viens de dire quant à la diffusion, je me suis posé les mêmes questions parce que j'ai une compagnie aussi qui a essayé qui a tourné, mais avec pas mal de difficultés. Moi, je voulais juste te dire, pourquoi pas donner une idée très concrète, organiser un festival de danse contemporaine où il y aurait une mixité des spectacles avec des compagnies professionnelles de danseuses, une compagnie avec des danseurs amateurs mixtes, et simplement pour effectivement faire connaître ce travail, faire poser un autre regard sur le handicap, parce que quand je parle de diffusion dans les salles de spectacle, c'est pour amener le spectacle sur un public différent. Les gens, moi, qui viennent voir les spectacles, par exemple, à Saumur, dans les assises du handicap, ce ne sont que des gens qui viennent par le handicap. Et ce qui est important, c'est d'aller faire rencontrer ce projet que vous avez fait à un public qui s'inscrit au quai à Angers ou dans une salle de spectacle avec une programmation dite pour tout public. S'il y avait au moins un spectacle de programmé pour montrer que
Ce public-là, s'il ne voit pas, il ne saura pas. Si on ne voit pas le spectacle, les gens disent on n'aurait jamais imaginé. C'est simplement ça. Alors pourquoi pas organiser un festival? Concrètement, il faut y aller, quoi. L'idée est lancée, peut-être une réaction, Anne, qu'on n'a pas entendue depuis longtemps, effectivement. Non, ça me dérange. En fait, on a eu une intervention à Châteaubriand, où en fait, Pontchâteau, à Pontchâteau, et en fait, il y a eu plein d'autres troupes qui ont pu voir ce qu'on avait fait, et en fait, c'est vrai qu'on a eu des chouettes retours après, parce que du coup, c'était là, on ne s'attendait pas à ça, et à ce qui se dégageait, tout ça. Donc oui, ça mène de... Ouais. Merci, il y avait une prise de parole devant dans ces jeux-là. Je vous donne la parole. Moi, je voulais rebondir sur... moi, je suis la présidente de Handi Armix. Effectivement, samedi dernier, les jeunes ont joué à la maison quartier de Doulon. Et là, il y avait une réelle mixité, puisque en fait, c'est une scène de jeunes talents. Et il y avait de la diversité dans tous les sens du terme, de la couleur, des gens blancs, des gens handicapés, mais en fait, on était parmi les autres et les autres parmi nous, et ça s'est fait vraiment, et on était, nous, très fiers de pouvoir être présents sur cette scène, et c'était que du bonheur aussi. Donc effectivement, il faut essayer de trouver des lieux où peut-être faire un festival parmi d'autres collectifs de personnes pas forcément handicapées, mais la mixité, c'est ce qui marche bien. Je suis là. Je ne sais pas si un tel événement existe déjà ailleurs, je ne sais pas ce que ça vous inspire. La question reste peut-être en suspens. Moi, je dirais juste qu'en fait, quand il y a création d'un spectacle avec handicapés et non handicapés, félicité, s'il y a une dynamique porteuse de ça, c'est aussi aller dans les lieux. Enfin, je pense que les festivals de rue ou n'importe où j'ai joué en non handicapé, soi-disant, en tannant, en cherchant, il y a moyen d'y glisser un, puis glisser d'autres. Donc faire un festival, pourquoi pas, mais en même temps, il y a déjà plein d'espaces culturels dans lesquels il faut rentrer, en fait. Il faut rentrer dans ce qui est déjà existant. Moi, je suis pas sûre qu'il faille inventer autre chose. Je dis ça parce que, par exemple, je travaille avec les battles de hip-hop. À un moment, les battles de hip-hop, c'était hip-hop, break, machin. Puis ils se sont dit, bon, c'est sympa. Et si on y rentrait de la danse contemporaine, et si on rentrait du contact, il y a des battles hybrides maintenant. Et puis un jour, ils ont mis autre chose. Et puis là, on envisage même de faire des battles hybrides avec des publics handicap, non handicap. Mais enfin, on se pose pas la question, c'est, tiens, et si on ouvrait un peu plus? Mais il faut y aller. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas forcément quelqu'un qui va organiser un truc qui ouvre et qui fait venir. Voilà, je me dis, c'est aussi à nous d'y aller. Comme depuis que j'ai rencontré Anne, Céline, tout ça, je me dis, tiens, mes stages de danse, j'avais pas pensé que ces filles pourraient venir. Alors comment je vais faire pour trouver un lieu qui leur va? Mais c'est parce qu'on s'est vu, c'est parce qu'elles m'ont dit, on aimerait danser avec toi. Ah oui, mince, faut que je vous accueille. J'avais pas pensé à ça. Non, mais voilà quoi. Je vais prendre des dernières interventions parce qu'on arrive presque au terme de cette rencontre. Donc la question d'événement, rentrer dans les lieux, effectivement, faire de l'entrisme au sens propre du terme. Oui, Dominique. Moi, je vais juste donner un exemple. On a une proposition justement par Claude et Benjamin qui participent tous les ans à un festival à Limoges. Et là, ils veulent emmener les jeunes en tournée. Donc c'est un peu compliqué à organiser pour nous, mais on est en pleine réflexion. Mais fin juin, en fait, c'était leur proposition de dire à la fin de la première répétition, c'est super, on va les emmener avec nous. Vous les parents, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, maintenant c'est à organiser, mais voilà, en effet, c'est le genre de proposition qui peut très bien arriver et qui peut avoir lieu sans problème. Je vais passer la parole pour terminer peut-être aux trois représentants et tantes des... Ah non, il y a une autre, donc je ferai un peu plus tard. Voilà. Une des dernières interventions que je vais prendre de la salle. C'était juste une remarque. Pour dire qu'effectivement, il a existé un festival, et je me demande s'il existe encore, qui s'appelle Orphée, qui était un festival européen de théâtre et handicap qui avait lieu à Versailles, où étaient effectivement tous les spectacles qui étaient présentés pendant cette semaine-là sur ce plateau-là concernaient les personnes en situation de handicap au plateau. Et du coup, c'était la dimension européenne aussi, donc c'est vrai que c'était l'idée d'ouvrir. C'est le festival Imago, je crois. D'accord. Festival Imago, c'est ça? Il existe toujours. Il existe toujours.
Moi j'avais envie qu'on termine, je terminerai sans doute par Anne avec une petite question, sympathique et bienveillante. Nathan, Maï et Noël, qu'est-ce que ça a bousculé pour vous, justement, cette expérience de traversée? Qu'est-ce que ça a revisité dans vos pratiques? Finalement, Nathan, et on terminera avec Anne, bien sûr. Nathan. Oui. Ça a beaucoup bousculé, je le disais dès le départ. Moi, c'était beaucoup de nouveautés, de travailler avec autant d'artistes et de travailler avec une mixité de handicap sur ce projet-là. Donc c'était une belle expérience pour moi. Ça a bousculé. Oui, évidemment ça bouscule, mais de toute façon j'ai toujours eu très envie de travailler avec ce public-là, donc ça va continuer. Et juste par rapport à Traversée, ça continue cette année, puisqu'il y a un atelier qui a lieu depuis septembre, une fois par mois, avec certains qui étaient dans le groupe Traversée l'année dernière et d'autres qui nous ont rejoints. Et on espère évidemment repartir sur une nouvelle création très prochainement. Donc oui, il y a vraiment cette volonté que de toute façon ça continue. Marie, qu'est-ce que ça a bougé? Qu'est-ce que ça a fait trembler? Qu'est-ce que ça a revisité dans votre pratique chorégraphique? Alors, au sein de notre association, on avait des ateliers qui étaient plutôt conçus en faveur du public déficient visuel. Puis, il se trouve que j'ai travaillé aussi, j'ai dansé avec des personnes en situation de handicap moteur, mais c'était la première fois que je me retrouvais effectivement face à un groupe de personnes porteuses de handicap diversifiés. Donc, c'était une nouveauté également pour moi. Je pense que ce qui a été le plus marquant pour moi, c'était le fait de travailler en collectif, avec les difficultés que ça engendre, et puis parce que moi, naturellement, je ne suis pas très... je suis un petit peu timide, donc j'ai du mal à faire entendre ma voix, et ça m'a questionné sur mes exigences artistiques, ce que je voulais voir sur un plateau, comment il fallait... Voilà, j'ai appris à renoncer à des trucs, j'ai appris à faire entendre ma voix, j'ai appris des choses sur moi. Enfin voilà, c'était plutôt une expérience personnelle très enrichissante pour moi aussi. Noël, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé des choses ou pas du tout? C'est dans la continuité de ce que vous faites? Alors, moi c'était en continuité. Moi ça a plutôt bousculé ma... Non, ça m'a remis à ma place, moi. En fait, c'est-à-dire que j'adore le collectif. Mais j'ai pu évaluer qu'effectivement, dans ma manière de travailler, j'adore travailler avec les autres. Et en même temps, j'ai besoin de rester sur une seule ligne à des moments pour pouvoir développer ma capacité à lire et à faire avec. Donc je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais adoré le projet, je l'apprécie beaucoup pour jouer à la qualité. Mais moi, je ne pouvais pas continuer par contre. Celui-là, il continue parce que ça me... Je suis sur 15 000 trucs et j'ai eu envie d'affiner quelque chose avec d'autres gens en me disant bon bah ça je peux, puis ça je peux plus, parce que ça demanderait encore de l'accompagnement, ça demanderait encore du travail, c'est de la relation, un groupe, que ce soit nous, que ce soit les gens. Et moi j'ai pas, à la limite mon handicap c'est que j'ai pas la capacité psychologique derrière pour récupérer quand je fais plusieurs groupes. Donc il fallait que j'en choisisse un, c'est celui de Vannes. J'ai pas l'équipe avec qui travailler similaire, mais bon, voilà. Merci Noël. Je prends vraiment la dernière intervention dans la salle. Je donne vraiment le mot de la fin à Anne. Je demanderai 2 ou 3 mots à Dominique et Olivier. Mais en dernier ressort, ça sera Anne. Monsieur. Merci. André Arroto, conseil de développement de Nantes Métropole. Je voudrais faire remarquer d'abord que mon observation n'a aucun caractère polémique. J'ai lu la brochure, le guide TCAP. J'ai constaté avec satisfaction qu'un certain nombre de collectivités publiques vous aident, et ce qui est très bien, par exemple à la région, département, pas mal de villes, de la métropole. En entrée de séance, vous avez précisé, et je m'en félicite parce que je connais bien ce domaine, un partenariat entre votre association ou vos associations et la Nantes Métropole et la Sémitane sur les transports. Donc ma simple remarque, c'est de vous dire que je suis persuadé que dans une prochaine édition, vous mettrez aussi le logo de Nantes Métropole et pourquoi pas de la Sémitane, aux côtés des organismes qui sont nombreux, qui vous aident, et je vous en remercie d'avance. Olivier. Non, je te donne la parole pour quelques mots de conclusion, et le prétexte est peut-être une réponse à monsieur. Non, peut-être vous dire que effectivement
ce projet-là n'aurait pas existé si on n'avait pas rencontré en fait David Martineau, qui est l'élu à la culture de Nantes, et que le collectif TECAP est aidé effectivement par la ville de Nantes. On aimerait bien être aidé par Nantes Métropole, mais bon, hormis le service handicap qui est mutualisé avec Nantes Métropole, mais ce n'est pas le cas. Donc effectivement, je pense que le réseau TECAP aurait toute valeur à pouvoir compter parmi ses financeurs Nantes Métropole. On aimerait bien effectivement apporter ce logo à partir du moment où on aura des financements, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Mais on n'est pas là pour se plaindre. On remercie beaucoup la ville de Nantes sur ce dispositif de création partagée qui emmène d'autres financeurs avec lui, puisque grâce à la ville, on a pu aussi prendre contact avec la DRAC. C'était un financeur qu'on ne connaissait pas, parce que justement, on est toujours un peu en tuyau d'orgue et les projets sont ainsi. Et la DRAC a suivi sur cette initiative-là. Et en fait, après, c'est un peu le neige, hein, la région, le conseil départemental, le fonds de dotation handicap et société, qui sont tous les financeurs qui ont permis de faire naître ce projet dans des bonnes conditions en fait. Peut-être vers la fin on a manqué un peu de financement certes, mais je trouve qu'effectivement les artistes, les chorégraphes ont été aussi, bien sûr il y a eu du bénévolat de fait, mais il y a eu quand même un retour sur la valorisation de leur travail financier qui est important. Et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas tellement, parce que c'est l'argent, ça peut être considéré comme quelque chose d'un peu annexe, mais c'est quand même important. Et que, voilà, sans ces financeurs-là, ce projet-là n'aurait pas pu exister. Et au-delà de ça, le discours qui est derrière et les valeurs qu'on porte n'auraient pas pu vivre comme on le fait ce soir, à partager ça ensemble. Donc voilà, pour cela, effectivement, merci. Et si notre métropole, à un moment donné, veut se mettre dans la boucle, il n'y a pas de problème. Un bon entendeur, comme on dit. Dominique Lebert, quelques mots de conclusion. Juste un rendez-vous, voilà, 23 mai, à Capellia, à la Chapelle-sur-Èvre, pour voir justement ce que les jeunes sont capables de faire. Donc le 23 mai, on fera de la communication par TECAP notamment. Voilà. 4 avril 4 avril. Non, mais je parle de la chorégraphie. Ah, oui, alors le festival TECAP a lieu le 4 avril. On va prendre toutes ces dates. 4 avril et 23 mai derrière. Bon, on y arrive. Merci à vous. Anne, moi j'ai une double question finalement. Est-ce que ce projet, mais elles sont bienveillantes, est-ce que ce projet traversé n'a pas un goût de trop peu? Et l'autre partie de ma question, c'est est-ce que finalement, vous qui êtes une personne en situation de handicap, il vous a permis de chasser des préjugés que vous aviez forcément par rapport à d'autres personnes en situation de handicap? Est-ce qu'il n'a pas eu cette vertu-là non plus, ce projet-là? En fait, pour la première question, ça a commencé par une envie et maintenant c'est un besoin en fait. J'ai besoin de danser, donc voilà. Oui, j'ai hâte qu'il y ait plus, j'espère l'année prochaine, qu'il y ait plus une autre fréquence, 2 fois par mois, ça serait bien. Donc voilà, ouais. Oui, voilà ce que ça a révélé, oui. Sur ma vision des personnes qui ont un handicap différent du mien, non en fait, honnêtement je pense pas. Non, en fait, ouais, non. Mais ce que je note, c'est vraiment quelque chose qui est positivement addictif, de vouloir danser, et ça, vous avez envie vraiment, c'est quelque chose qui vous fait vibrer maintenant, c'est vraiment. Ouais, c'est un nouveau langage que j'ai envie d'apprendre. Ouais. Bon. On reste sur ces notes-là, je trouve très enthousiaste. Moi, je propose d'applaudir très fort nos intervenants. Merci à tous. Et puis, on peut également saluer la performance d'Amélie Lisa pour l'interprétation avec des signes français. Bravo de les applaudir. On peut applaudir aussi Kevin en régie qui nous a permis de nous entendre. Et merci pour vos questions. Merci à Loïc Perdry de son intervention très éclairante également. Et je vous propose de vous applaudir vous-même. Voilà, merci et bonne soirée.